Fermez doucement les yeux et laissez le monde ralentir autour de vous. Imaginez que le bruit de votre journée s'efface progressivement, comme les dernières vagues qui se retirent sur une plage calme. Ici, tout devient plus lent, plus doux, plus profond. Dans cet espace de tranquillité, nous allons explorer quelque chose d'extraordinaire et pourtant si familier, nos sens. Ils sont les portes par lesquelles le monde extérieur entre en nous, discrètement, sans bruit, sans effort. Nous les utilisons sans y penser, mais chacun d'eux est une merveille de précision et d'équilibre. Et lorsque nous ralentissons, lorsque nous prêtons attention à ce qu'ils font, ils peuvent devenir des chemins vers la paix intérieure. Notre corps humain est équipé de 5 grands sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils fonctionnent ensemble constamment pour créer une image cohérente de ce qui nous entoure. Chaque instant de votre vie est façonné par eux. La lumière qui entre par vos yeux, les sons qui glissent dans vos oreilles, les parfums qui flottent dans l'air, la texture de l'air lui-même sur votre peau, tout cela compose un tableau sensoriel unique. Et même lorsque vous dormez, une partie de ces systèmes continue de travailler, gardant un lien délicat entre vous et le monde extérieur. La plupart du temps, nous les considérons comme actifs. Nous regardons sans vraiment voir, les écoutons sans vraiment entendre. Pourtant, fonctionnement silencieux se cache une forme un monde d'années d'évolution. Prenons un instant pour les redécouvrir, non pas comme des simples outils, mais comme des sources de calme. Commencez par votre respiration. Elle est le fil conducteur de toute exploration sensorielle. Respirez profondément, sentez l'air frais remplir vos poumons, puis expirez lentement, comme si vous libériez chaque tension avec lui. Ce simple acte engage plusieurs de vos sens à la fois. Vous sentez le mouvement de votre poitrine, la température de l'air, le léger son du souffle qui entre et sort. Même sans y penser, votre corps perçoit et interprète des centaines d'informations à chaque seconde. Le premier de nos sens, celui que nous utilisons peut-être le plus, est la vue. Vos yeux sont 2 sphères délicates, chacune contenant plus de 100 millions de cellules sensibles à la lumière. Elles captent les photons, de minuscules particules de lumière, et les transforment en signaux électriques que votre cerveau convertit en images. Ce processus se déroule en une fraction de seconde sans effort conscient. Grâce à lui, vous pouvez distinguer les nuances d'un coucher de soleil, les reflets changeants de l'eau ou la douce variation de la lumière d'une pièce au crépuscule. Même dans l'obscurité, vos yeux s'adaptent. Des cellules spécialisées appelées bâtonnets deviennent plus sensibles, vous permettant de percevoir la lumière la plus faible. Cette capacité à s'ajuster silencieusement reflète la souplesse et la beauté de notre système sensoriel. L'ouïe, elle, fonctionne d'une manière tout aussi fascinante. L'air autour de nous est en mouvement constant, formant des ondes invisibles. Lorsque ces ondes atteignent votre oreille, elles font vibrer une fine membrane appelée tympan. Ces vibrations sont ensuite amplifiées et transmises à une minuscule spirale remplie de liquide dans votre oreille interne. Là, des cellules ciliées microscopiques convertissent les mouvements en signaux nerveux. Votre cerveau les interprète comme des sons. Grâce à ce processus, vous pouvez percevoir la douceur d'un murmure, la profondeur d'un ton grave, ou même le silence lui-même, qui n'est jamais vraiment vide, mais plein de nuances subtiles. Ce sens joue aussi un rôle important dans la relaxation. Des sons doux et répétitifs, comme le bruissement des feuilles ou le souffle régulier d'un ventilateur, peuvent aider le système nerveux à ralentir. Ils agissent presque comme une berceuse pour l'esprit, l'invitant à se détendre et à s'ouvrir à un état plus paisible. Lorsque vous écoutez consciemment ces sons, vous entrez dans une forme d'attention calme qui favorise l'endormissement. L'odorat, souvent négligé, est en réalité profondément lié à nos émotions. L'intérieur de votre nez est tapissé de millions de récepteurs qui détectent des molécules odorantes. Chacun d'eux envoie un signal directement vers une zone de votre cerveau associée à la mémoire et aux sentiments. C'est pourquoi une simple odeur peut vous transporter instantanément dans un souvenir d'enfance, évoquer une émotion oubliée ou vous apaiser. Certaines senteurs, comme celle de la lavande ou de la camomille, sont connues pour ralentir le rythme cardiaque et réduire le stress. D'autres, comme l'odeur de la pluie sur la terre ou celle du bois frais, évoquent des sentiments de sécurité et de confort. Le goût, lui aussi, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Sur votre langue se trouvent des milliers de papilles gustatives, chacune abritant des récepteurs spécialisés qui détectent les saveurs fondamentales, sucrées, salées, acides, amères et umami. Ces signaux ne se contentent pas de vous dire si quelque chose est agréable ou non à manger. Ils vous informent aussi sur la composition chimique des aliments, leur fraîcheur, leur valeur nutritive. Ce processus a évolué pour protéger notre organisme, mais il joue aussi un rôle émotionnel. Manger quelque chose de familier peut apporter une profonde sensation de réconfort, tandis qu'un goût nouveau peut éveiller notre curiosité. Dans les 2 cas, il s'agit d'une expérience sensorielle qui enrichit notre vie intérieure. Enfin, il y a le toucher, peut-être le plus fondamental de tous. Il est le premier sens à se développer chez l'embryon humain bien avant la vue ou l'ouïe. La peau, notre plus grand organe, est recouverte de millions de récepteurs qui réagissent à la pression, à la température, à la texture. Grâce à eux, nous pouvons sentir la chaleur d'un rayon de soleil,
la douceur d'un tissu ou le contact réconfortant d'une main. Ce sens est profondément lié à notre bien-être. Un simple contact léger peut libérer des hormones qui réduisent le stress et favorisent la détente. Même en l'absence de contact physique, la perception subtile de l'air qui effleure notre peau participe à notre sentiment d'ancrage dans le présent. Ce qui rend ces 5 sens encore plus fascinants, c'est la façon dont ils travaillent ensemble. Rarement isolés, ils se complètent pour enrichir notre expérience. Lorsque vous dégustez un plat, par exemple, votre cerveau combine les informations visuelles, olfactives, gustatives et tactiles pour créer une perception globale. Cette intégration est fluide et naturelle, un témoignage de l'efficacité silencieuse de notre corps. Elle nous rappelle que notre perception du monde n'est pas seulement une question de données sensorielles, mais aussi d'interprétation, d'émotion et de mémoire. En explorant ces systèmes avec attention, nous pouvons changer notre rapport à eux. Au lieu de les laisser fonctionner en arrière-plan, nous pouvons les inviter à devenir des alliés dans notre recherche de calme. Observez la lumière qui change lentement dans une pièce, écouter un son répétitif, inhaler une odeur familière, savourer un goût simple ou sentir la texture d'un tissu contre la peau sont autant de moyens de ralentir notre esprit. Ces petits gestes sensoriels peuvent devenir des rituels, des portes vers la relaxation. Dans un monde qui valorise souvent la vitesse et la stimulation, redécouvrir la lenteur des sens est un acte de douceur envers soi-même. C'est un rappel que nous n'avons pas besoin d'aller loin pour trouver la paix. Elle est déjà là, dans chaque respiration, chaque son, chaque lumière, chaque contact. Nos sens, loin d'être de simples instruments biologiques, sont des guides discrets vers un état de présence tranquille. En ce moment même, alors que vous êtes allongé, votre corps perçoit bien plus que vous ne le réalisez. Le poids de la couverture sur votre peau, la température de l'air, le rythme de votre souffle, les sons lointains qui vous entourent, tout cela compose une symphonie sensorielle douce et rassurante. En y prêtant attention sans effort, vous vous connectez à une réalité simple et paisible. C'est dans cette attention calme que le sommeil trouve son chemin naturel. Laissez donc vos sens vous y guider. Laissez-les vous envelopper dans leur intelligence silencieuse. Et laissez la science tranquille de votre propre corps vous conduire doucement vers le repos. Allongez-vous un peu plus confortablement et portez votre attention sur votre respiration. Elle est là toujours, fidèle et discrète. Elle ne demande aucun effort, elle ne réclame aucune commande. Elle entre et sort comme les vagues qui vont et viennent sur une plage tranquille. Le souffle est plus qu'un simple échange d'air. C'est un pont entre le corps et l'esprit, un lien silencieux qui nous maintient dans l'instant présent. Lorsque nous prenons conscience de lui, il devient un outil puissant pour apaiser notre système nerveux et affiner notre perception sensorielle. Respirer consciemment transforme la manière dont nous percevons le monde. Chaque inspiration apporte une dose d'oxygène qui nourrit nos cellules, mais elle apporte aussi une forme d'attention intérieure. En inspirant lentement par le nez, vous sentez l'air frais glisser dans vos narines, descendre dans votre poitrine, puis se répandre jusque dans votre ventre. En expirant doucement, vous sentez la chaleur s'échapper, emportant avec elle un peu de tension. Ce simple cycle agit comme un signal apaisant pour votre cerveau. Il lui indique que tout va bien, qu'il n'y a rien à craindre. En réponse, votre rythme cardiaque ralentit, vos muscles se détendent, votre esprit se calme. Cet état de détente a un effet profond sur vos sens. Lorsque vous êtes stressé ou pressé, votre perception se rétrécit. Vous voyez moins, vous entendez moins, vous sentez moins. Votre cerveau, occupé à gérer l'urgence, filtre ce qui lui semble inutile. À l'inverse, lorsque vous respirez calmement, il s'ouvre. Votre champ de perception s'élargit. Vous commencez à remarquer des détails qui vous échappaient. La texture de l'air sur votre peau, le murmure lointain d'un son, la légère variation de lumière à travers une pièce. Il existe une relation subtile entre la respiration et chacun des 5 sens. Prenons l'odorat par exemple. Chaque inspiration transporte des molécules odorantes vers les récepteurs situés au fond de votre nez. Lorsque vous respirez profondément, vous leur offrez plus d'occasions de détecter ces molécules. De la même façon, une respiration lente améliore votre ouïe. Elle détend les muscles autour de l'oreille interne, ce qui rend votre perception plus fine, plus nuancée. Même la vision peut s'affiner. Un corps détendu permet aux yeux de rester stables et de mieux se concentrer. Le souffle agit aussi comme un filtre émotionnel. Lorsque vous respirez rapidement et superficiellement, votre cerveau interprète cela comme un signe d'agitation. Il active alors des circuits liés à la vigilance, modifiant votre façon d'interpréter les sensations. Un bruit ordinaire peut sembler agressif, une lumière normale paraît trop vive, une odeur familière devient irritante. Mais lorsque vous ralentissez votre respiration, le signal change. Votre cerveau comprend que vous êtes en sécurité. Dans cet état, les sons paraissent plus doux, les lumières plus chaudes, les textures plus agréables. Ce phénomène est bien connu dans certaines traditions méditatives. Depuis des siècles, elles utilisent la respiration consciente pour modifier la perception sensorielle et atteindre un état de clarté. Ce n'est pas de la magie, mais un mécanisme biologique profond. En modifiant volontairement notre respiration, nous modifions l'activité de notre système nerveux autonome.
Celui-ci influence directement la manière dont nos organes sensoriels fonctionnent. Ainsi, en respirant calmement, nous pouvons transformer notre expérience du monde. Essayez d'imaginer un moment simple. Vous êtes assis au bord d'un lac au crépuscule. L'air est frais et immobile, vous inspirez lentement, et l'odeur de l'eau, du bois humide et des feuilles remplies de rosée vous parvient. Vous expirez doucement, et tout votre corps se relâche un peu plus. Le chant lointain d'un oiseau atteint vos oreilles. Les nuances du ciel qui s'assombrit emplissent votre regard. Chaque détail devient plus net, plus vivant. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est votre perception qui s'est ouverte. La respiration influence aussi notre sens du toucher. Lorsque nous sommes tendus, les muscles de notre peau et de notre fascia deviennent plus rigides. Cela réduit notre sensibilité tactile. Mais en relâchant notre souffle, nous permettons à ces tissus de s'assouplir. Le contact d'un tissu, la caresse de l'air ou même la sensation d'une couverture deviennent plus riches. Cette amélioration de la perception tactile renforce notre sentiment d'ancrage et de sécurité. Elle nous rappelle que nous sommes ici, dans ce corps, dans ce moment précis. Même le goût peut être affecté par la respiration. Lorsque nous mangeons dans un état de stress, nous avons tendance à mâcher rapidement et à avaler sans prêter attention. Les saveurs nous échappent, mais si nous respirons profondément entre chaque bouchée, nous ralentissons le rythme. Cela laisse plus de temps aux papilles gustatives pour interagir avec les molécules présentes dans la nourriture. Le goût devient plus complet, plus nuancé. Un fruit simple révèle toute sa complexité. Un morceau de pain chaud devient une expérience sensorielle en soi. Un autre aspect fascinant du lien entre souffle et perception réside dans la synchronisation entre la respiration et le cerveau. Des recherches ont montré que certaines régions cérébrales liées à l'attention et à la mémoire sont modulées par le rythme respiratoire. Cela signifie que lorsque nous respirons lentement, nous facilitons également l'intégration des informations sensorielles. Autrement dit, nous ne nous contentons pas de percevoir plus, nous percevons mieux. Dans un contexte de sommeil, cette interaction est particulièrement précieuse. Un souffle lent et régulier prépare le cerveau à passer d'un état d'éveil actif à un état de repos profond. Il signale que le moment est venu de relâcher les tensions et de s'abandonner à la nuit. En même temps, il maintient les sens dans un état d'ouverture douce, idéal pour la transition vers le sommeil. Les bruits de l'environnement ne sont plus des menaces, mais des repères rassurants. La lumière résiduelle devient un fond paisible. Même les sensations corporelles se transforment en une douce conscience de soi. Respirer profondément, c'est aussi réapprendre à être attentif. Dans notre vie quotidienne, nous passons souvent d'une tâche à l'autre sans vraiment prêter attention à ce que nous faisons. Nos sens sont sollicités, mais notre esprit est ailleurs. La respiration consciente nous ramène ici et maintenant. Elle nous invite à remarquer le contact du sol sous nos pieds, la température de la pièce, les sons discrets qui nous entourent. Elle nous rappelle que la richesse de l'expérience humaine se trouve dans ces détails souvent ignorés. Le souffle est une porte vers l'intérieur, il ne nous relie pas seulement au monde, il nous relie à nous-mêmes. Lorsque nous respirons calmement, nous nous rapprochons de notre propre corps, de nos sensations, de notre présence. C'est une forme de dialogue silencieux entre notre esprit et notre organisme. Et dans ce dialogue, il n'y a pas de but à atteindre, pas de performance à réaliser. Il y a seulement un espace de paix, un moment suspendu où tout ce qui compte, c'est ce souffle qui entre et qui sort. Au fil du temps, pratiquer cette conscience respiratoire transforme notre relation avec nos sens. Ils ne sont plus seulement des instruments qui nous informent sur le monde, ils deviennent des compagnons dans notre quête de calme et d'équilibre. Chaque inspiration devient une exploration, chaque expiration, une libération. Et plus nous affinons cette perception, plus nous découvrons que le monde autour de nous, même dans sa simplicité la plus ordinaire, est plein de beauté. Lorsque vous vous endormez ce soir, souvenez-vous que votre respiration est votre allié. Elle ne cesse jamais de travailler pour vous, même lorsque vous ne la remarquez pas. Elle adoucit vos pensées, ralentit votre cœur, ouvre vos sens. Elle vous relie à la douceur de la nuit, au murmure du monde, à la texture silencieuse du sommeil. Et lorsque vous laissez votre souffle vous guider, chaque sens trouve naturellement sa place dans une symphonie de calme. C'est peut-être cela, le plus grand secret de la perception. Elle ne dépend pas seulement de ce que nous captons, mais de l'état dans lequel nous nous trouvons pour recevoir. Et dans ce voyage vers le repos, la respiration est la clé. Elle nous apprend que la tranquillité ne s'obtient pas en cherchant à contrôler, mais en apprenant à laisser aller. Elle nous montre que la paix n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose que nous portons déjà en nous, dans chaque souffle. Dans le silence qui précède le sommeil, l'ouïe devient souvent le sens le plus présent. Même lorsque nos yeux sont fermés et que notre corps s'immobilise, nos oreilles restent attentives. Elles continuent d'écouter le monde, de capter ses murmures les plus discrets, comme si elles veillaient sur nous pendant que nous glissons vers le repos. Ce sens, que nous considérons souvent comme acquis, est pourtant l'un des plus fascinants et des plus délicats. Il nous relie à l'espace qui nous entoure, nous avertit des dangers, nous apaise avec des sons familiers et enrichit nos vies d'une infinité de nuances. L'ouïe commence bien avant que nous en ayons conscience. Même dans l'utérus,
Un fœtus perçoit déjà des sons étouffés. La voix de sa mère, les battements de son cœur, le rythme régulier de sa respiration. C'est l'un des premiers sens à se développer et il reste l'un des plus constants tout au long de la vie. Contrairement à la vue, qui s'interrompt lorsque nous fermons les yeux, l'ouïe reste active, même dans les profondeurs du sommeil. Elle surveille discrètement l'environnement, prête à nous réveiller si quelque chose d'inhabituel survient. Chaque son que nous percevons est une vibration qui se propage à travers l'air. Ces vibrations sont invisibles, mais elles transportent avec elles une immense quantité d'informations. Lorsqu'elles atteignent notre oreille externe, elles sont dirigées vers une membrane fine et souple qui se met à vibrer à son tour. Ces mouvements sont ensuite transmis à une série de minuscules osselets situés dans l'oreille moyenne. Leur rôle est d'amplifier et d'adapter les vibrations avant qu'elles ne pénètrent dans l'oreille interne. Là, dans une structure en forme de spirale remplie de liquide, des cellules spécialisées les traduisent en signaux électriques que notre cerveau interprète comme des sons. Ce processus complexe se déroule en une fraction de seconde et sans effort conscient. Grâce à lui, nous pouvons percevoir une vaste gamme de sons. Du bruissement presque imperceptible d'une feuille qui tombe au grondement profond d'un orage lointain. Notre oreille est capable de distinguer des variations infimes de fréquence, de reconnaître la direction d'un son et même de deviner sa distance. Elle ne se contente pas d'entendre, elle analyse, compare et interprète. L'un des aspects les plus remarquables de l'ouïe humaine est sa sensibilité. Dans un environnement calme, nos oreilles peuvent détecter des vibrations d'une intensité extrêmement faible. C'est ce qui nous permet d'entendre un souffle, un pas léger ou un murmure. Cette finesse est particulièrement précieuse la nuit lorsque les autres sens sont moins sollicités. Dans l'obscurité, le moindre son devient un repère. Il nous informe sur ce qui se passe autour de nous et nous rassure sur la stabilité de notre environnement. L'ouïe ne se limite pas à une simple perception physique. Elle est profondément liée à nos émotions. Un son peut nous apaiser, nous alerter, nous émouvoir ou nous ramener dans un souvenir. La voix d'une personne aimée, même entendue à travers une porte, peut déclencher une sensation immédiate de sécurité. Le bruit régulier de la pluie peut calmer l'esprit et faciliter l'endormissement. Inversement, un son discordant ou inattendu peut provoquer une réaction de tension, même s'il est objectivement inoffensif. C'est pour cette raison que le son est souvent utilisé comme outil thérapeutique. Les sons doux et répétitifs, comme les vagues, le vent ou un léger bourdonnement, ont la capacité de ralentir l'activité cérébrale. Ils agissent presque comme un langage secret que le cerveau comprend instinctivement. En réponse, le corps libère des hormones qui favorisent la détente et préparent au sommeil. De nombreuses traditions anciennes l'avaient déjà compris. Elles utilisaient les sons de tambour, de bol ou de chant pour induire un état de conscience modifié, proche de la méditation ou du repos profond. L'ouïe joue aussi un rôle essentiel dans notre perception de l'espace. Contrairement à la vue, qui dépend de la lumière, elle fonctionne dans l'obscurité totale. Elle nous permet de nous orienter même lorsque nous ne voyons rien. Notre cerveau analyse la différence de temps entre l'arrivée d'un son dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite pour déterminer sa direction. Il évalue également la façon dont le son est réfléchi par les murs, les meubles ou d'autres objets pour estimer la distance. Cette capacité est particulièrement développée chez les personnes non-voyantes qui utilisent souvent l'écho des sons pour se repérer dans leur environnement. Le silence, souvent perçu comme l'absence de son, est en réalité une composante essentielle de notre expérience auditive. Il ne s'agit pas d'un vide, mais d'un espace où les sons les plus subtils deviennent perceptibles. Dans le silence, nous pouvons entendre notre propre souffle, le rythme régulier de notre cœur ou le craquement léger d'un meuble qui se dilate. Ces sons intimes nous rappellent notre existence physique, notre présence ici et maintenant. Ils nous relient à notre corps d'une manière que nous oublions souvent dans le bruit de la vie quotidienne. Le sommeil lui-même est influencé par le son. Certaines phases du sommeil profond sont sensibles au bruit soudain, tandis que d'autres permettent une perception passive des sons familiers. C'est pourquoi nous pouvons dormir paisiblement dans un environnement légèrement bruyant si ces bruits sont réguliers et connus, mais être réveillés instantanément par un bruit inhabituel. Le cerveau, même endormi, continue de filtrer les informations sonores et de décider lesquelles méritent une réaction. Notre relation au son évolue également au fil du temps. Avec l'âge, certaines fréquences deviennent plus difficiles à percevoir, tandis que d'autres restent étonnamment claires. Cela modifie notre expérience du monde sonore, mais ne la diminue pas pour autant. Au contraire, elle devient parfois plus subtile. Nous apprenons à apprécier les textures sonores, les silences entre les notes, les nuances dans une voix. Nous découvrons que l'écoute n'est pas seulement une question d'oreille, mais aussi d'attention. Pratiquer l'écoute consciente peut transformer notre relation au son. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, mais d'écouter activement, sans jugement ni attente. Cela peut être aussi simple que de s'allonger et d'observer les sons qui nous entourent, le tic-tac d'une horloge, le souffle du vent, un moteur lointain. En portant notre attention sur ces détails, nous entraînons notre esprit à rester dans l'instant présent. Cette forme d'écoute méditative peut devenir un rituel apaisant avant le sommeil.
Elle nous aide à détendre notre mental, à relâcher les pensées parasites et à nous ouvrir à un état de calme profond. L'ouïe a aussi un pouvoir unique, celui de créer des liens. Elle est le fondement de la communication. Grâce à elle, nous partageons des histoires, des idées, des émotions. Les sons de la parole sont bien plus que des informations. Leur rythme, leur intonation, leur timbre transmettent des sentiments que les mots seuls ne pourraient exprimer. Dans un chuchotement se cache une intimité, dans un rire un élan de joie, dans un silence partagé, une compréhension profonde. Ce pouvoir du son dépasse même la communication humaine. Dans la nature, chaque son a une signification. Le chant d'un oiseau signale la saison, le bruit d'une rivière indique la proximité de l'eau, le souffle du vent raconte l'histoire du climat. Écouter ces sons, c'est se reconnecter à un langage ancien, celui du monde vivant. C'est une manière d'élargir notre perception au-delà de nous-mêmes et de nous souvenir que nous faisons partie d'un tout plus vaste. Dans les moments de fatigue ou d'insomnie, il peut être utile de se souvenir de tout cela. Plutôt que de lutter contre les bruits, nous pouvons les accueillir. Chaque son devient alors une invitation à lâcher prise. Le ronronnement d'un appareil, le souffle régulier de quelqu'un qui dort à côté de nous, même le lointain grondement d'une ville qui s'endort, tout cela peut devenir une berceuse. Ce ne sont plus des distractions, mais des repères. Ils nous rappellent que nous sommes entourés, que le monde continue de respirer, que nous pouvons nous reposer en toute sécurité. L'ouïe est donc bien plus qu'un simple sens. C'est un fil invisible qui relie l'extérieur à l'intérieur, le monde au corps, le présent à la mémoire. Elle est toujours là, fidèle et vigilante, même lorsque tout le reste s'éteint. En prenant conscience de sa subtilité, nous pouvons apprendre à l'utiliser comme un outil de sérénité. Nous pouvons nous laisser porter par les sons, nous fondre dans leur rythme et finalement nous laisser glisser vers le sommeil. Dans le calme de la nuit, il n'est pas nécessaire de chercher le silence absolu. Il suffit d'écouter ce qui est déjà là. Peut-être un souffle, un battement, une vibration lointaine. Ce sont les traces du monde vivant, les témoignages discrets de la continuité. Laissez-les être, laissez-les vous envelopper. Dans cette écoute tranquille, l'esprit s'apaise, le corps se relâche et le sommeil doucement vient à votre rencontre. Lorsque la nuit s'installe et que vos paupières s'alourdissent, votre regard se tourne naturellement vers l'intérieur. La vue, qui domine tant notre expérience éveillée, commence alors à se transformer. Elle devient moins directive, moins précise, plus contemplative. Pourtant, même dans l'obscurité, elle reste présente, attentive aux moindres variations de lumière. Le sens de la vue n'est pas seulement celui qui nous permet de distinguer les formes et les couleurs. Il est aussi un langage subtil entre le monde extérieur et notre esprit, une passerelle entre la matière et la conscience. La lumière est partout autour de nous, mais aussi en nous. Elle est le messager silencieux de l'univers, voyageant depuis des étoiles lointaines pour venir effleurer la surface de notre rétine. Chaque rayon qui atteint nos yeux a une histoire. Certains ont parcouru des millions de kilomètres depuis le Soleil, d'autres ont été réfléchis par la Lune, adoucis par les nuages, diffusés à travers l'atmosphère terrestre. La lumière est bien plus qu'un simple phénomène visuel. Elle est un lien entre le cosmos et notre perception, une forme d'information pure que notre cerveau transforme en images et en sensations. À l'intérieur de nos yeux, la lumière est accueillie par une structure complexe et délicate. La cornée, d'abord, la fait doucement converger. Le cristallin, ensuite, ajuste sa courbure pour que l'image se forme parfaitement sur la rétine. Là, des millions de cellules spécialisées, les photorécepteurs, entrent en action. Certains sont sensibles à la lumière faible, d'autres aux couleurs. Ensemble, ils composent une mosaïque vivante d'informations que le cerveau assemble comme un puzzle. Ce processus, aussi sophistiqué soit-il, se déroule sans que nous en ayons conscience. Il transforme une simple énergie lumineuse en paysage, visage, souvenir. Lorsque la lumière baisse, un autre phénomène fascinant se produit. Notre vision s'adapte progressivement à l'obscurité. Les cellules appelées bâtonnets, plus sensibles à la faible luminosité, prennent le relais. Elles ne perçoivent pas les couleurs, mais elles détectent les moindres variations d'intensité. C'est grâce à elles que nous pouvons distinguer les contours d'un objet dans une pièce sombre ou marcher sans trébucher sous un ciel étoilé. Cette adaptation n'est pas instantanée. Elle demande du temps, parfois plusieurs dizaines de minutes. C'est une transition lente, presque méditative, qui reflète la capacité de notre corps à s'ajuster au cycle naturel de lumière et d'ombre. La lumière influence bien plus que notre vision. Elle régule aussi nos rythmes biologiques. Chaque matin, lorsque la lumière du jour atteint nos yeux, elle envoie un signal puissant à notre cerveau. Il est temps de s'éveiller. Ce signal réinitialise notre horloge interne, coordonne la libération d'hormones et synchronise notre cycle veille-sommeil. À l'inverse, l'absence de lumière en soirée indique qu'il est temps de ralentir, de se préparer au repos. Cette connexion profonde entre la lumière et notre biologie explique pourquoi une exposition excessive à des écrans lumineux le soir peut perturber notre sommeil. La lumière artificielle, en imitant celle du jour, envoie des messages contradictoires à notre corps. Pourtant, la lumière peut aussi devenir une alliée dans notre quête de détente. Les lumières douces et tamisées ont le pouvoir d'apaiser le système nerveux.
Elles réduisent la production d'hormones liées au stress et favorisent la sécrétion de celles qui préparent au sommeil. C'est pour cela que tant de rituels nocturnes incluent des bougies, des lampes à faible intensité ou la simple pénombre. Ces environnements lumineux ne sont pas seulement agréables à l'œil, ils sont biologiquement favorables à la détente. La perception de la lumière ne se limite pas à ce que nous voyons. Elle a aussi une dimension émotionnelle. Une lumière chaude et dorée évoque souvent le confort et la sécurité. Une lumière bleutée rappelle la clarté du matin et stimule l'éveil. Une lumière rougeâtre peut rappeler un feu de camp et susciter un sentiment de paix primitive. Ces associations ne sont pas anodines, elles sont profondément enracinées dans notre évolution. Depuis des millénaires, l'être humain vit au rythme de la lumière naturelle, dépendant de ses cycles pour survivre. Ces impressions, même si elles semblent subjectives, sont en réalité le résultat de milliers d'années d'adaptation. La lumière joue aussi un rôle fondamental dans notre mémoire. Il suffit parfois d'un éclat particulier, d'une nuance de ciel ou d'un reflet sur une surface pour réveiller un souvenir enfoui. Notre cerveau associe souvent les images lumineuses à des moments de vie. La douceur d'un après-midi d'automne, la blancheur éclatante d'un matin d'hiver, la lueur orangée d'un coucher de soleil, tout cela s'imprime en nous comme des marqueurs temporels. Ces souvenirs lumineux, discrets mais puissants, participent à notre bien-être. Ils rappellent des instants de calme, des expériences vécues, des lieux où nous nous sommes sentis en paix. Dans la pénombre, notre rapport à la lumière change. Elle cesse d'être un outil d'analyse pour devenir une expérience sensorielle en soi. L'œil, privé de détails précis, se met à chercher des contrastes, des contours, des mouvements subtils. C'est dans ces moments que nous percevons des choses que nous ne remarquons pas en plein jour. La façon dont une ombre glisse sur un mur, la lueur tremblante d'une bougie, le halo diffus d'une lampe dans la brume. Cette perception plus lente et plus attentive est profondément apaisante. Elle nous ramène dans un état de présence simple, presque contemplatif. Observer la lumière, c'est aussi une manière de ralentir nos pensées. En fixant notre attention sur la façon dont elle change, dont elle danse et se transforme, nous offrons à notre esprit un point d'ancrage. Cela peut être un exercice de relaxation profond. Choisir une source lumineuse douce, s'y attarder, en suivre les nuances sans jugement. Ce simple acte détourne notre attention des ruminations mentales et l'oriente vers l'instant présent. Il nous rappelle que le monde continue de se dérouler doucement, même lorsque nous cessons d'y prêter attention. La lumière naturelle, en particulier, possède une qualité que la lumière artificielle ne peut reproduire. Elle varie constamment, même lorsque nous ne le remarquons pas. Son intensité change avec l'heure, sa couleur évolue avec la position du soleil, sa direction se modifie au fil des saisons. Cette variation subtile crée un rythme qui influence notre humeur et notre énergie. En fin de journée, lorsque la lumière devient plus douce et plus rouge, notre corps comprend instinctivement que le repos approche. Ce dialogue silencieux entre l'environnement lumineux et notre biologie est l'une des plus anciennes conversations que nous entretenons avec la nature. Il est fascinant de penser que ce que nous appelons « voir » n'est qu'une interprétation. Notre cerveau ne reçoit jamais la lumière elle-même. Il reçoit des signaux électriques issus des photorécepteurs, puis il les reconstruit sous forme d'images. Cela signifie que ce que nous percevons n'est pas une copie fidèle du monde extérieur, mais une version élaborée, filtrée, mise en forme par notre système nerveux. Pourtant, cette construction est suffisante pour nous guider, nous émerveiller, nous apaiser. Elle nous permet de lire le monde comme un livre de lumière, page après page, instant après instant. Dans le contexte du sommeil, la lumière joue un rôle subtil mais déterminant. Même à travers des paupières fermées, une lumière trop forte peut retarder l'endormissement. À l'inverse, une obscurité totale peut aider le cerveau à libérer des hormones qui facilitent l'entrée dans un sommeil profond. C'est pourquoi il est recommandé de tamiser la lumière le soir, d'éviter les écrans trop lumineux et de privilégier des sources lumineuses douces. Ce n'est pas une simple question de confort visuel. C'est une manière de dialoguer avec notre biologie, de l'encourager doucement à basculer vers la nuit. La lumière est également un outil puissant pour créer une atmosphère. Elle peut transformer l'ambiance d'un lieu, influencer notre perception du temps, modifier notre état d'esprit. Un espace éclairé d'une lumière douce et dorée semble plus accueillant, plus intime. Un environnement plongé dans une lumière froide paraît plus vaste, plus impersonnel. Dans notre quête de calme et de repos, jouer avec ces nuances peut faire toute la différence. Une simple lampe à faible intensité ou la lueur vacillante d'une bougie peut suffire à signaler à notre corps qu'il est temps de ralentir. Lorsque vous vous préparez à dormir, prenez un instant pour observer la lumière autour de vous. Remarquez comment elle se reflète sur les surfaces, comment elle se fond dans l'obscurité, comment elle change d'intensité. Vous n'avez rien à analyser, rien à comprendre. Il suffit de regarder, de laisser vos yeux se reposer dans cette douceur. Petit à petit, votre respiration se calmera, vos pensées se feront plus lentes et votre corps comprendra que la nuit est là pour l'accueillir. Lorsque l'on pense au sens, le goût est souvent relégué à l'arrière-plan. Il semble moins vaste que la vue, moins complexe que l'ouïe, moins émotionnel que l'odorat.
Pourtant, il est l'un des plus intimes, l'un des plus profondément liés à notre bien-être. Il ne nous relie pas seulement au monde extérieur, il nous relie aussi à nous-mêmes. Chaque saveur que nous percevons traverse une chaîne subtile d'expériences sensorielles, émotionnelles et mémorielles. Et dans ce voyage, le goût devient bien plus qu'un simple outil de survie. Il devient une porte vers le calme, un moyen de ralentir et d'habiter pleinement l'instant. Le goût est une expérience fondamentalement corporelle. Il commence bien avant que la nourriture n'atteigne notre bouche. L'odeur d'un plat qui mijote, la vue d'une assiette colorée, le son du pain qui craque sous le couteau préparent déjà notre système sensoriel à ce qui va suivre. Lorsque nous portons enfin un aliment à nos lèvres, des milliers de récepteurs situés sur notre langue entrent en jeu. Répartis sur des papilles gustatives minuscules, ils sont capables de distinguer 5 grandes catégories de saveurs: le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Ensemble, elles forment une palette infinie de sensations que notre cerveau assemble pour créer une perception complète. Mais le goût ne se résume pas à ces 5 dimensions. Il est profondément influencé par d'autres facteurs: la température, la texture, la combinaison avec l'odorat et même l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Un même plat ne goûtera jamais exactement pareil selon que nous sommes détendus ou stressés, joyeux ou mélancoliques. C'est pourquoi les repas partagés ont souvent une saveur particulière. Ce ne sont pas seulement les aliments que nous savourons, mais aussi la chaleur de la compagnie, le confort du moment. Dans la lenteur, le goût révèle toute sa richesse. Lorsque nous mangeons rapidement, notre cerveau n'a pas le temps d'enregistrer toutes les nuances. Nous avalons sans percevoir. Mais lorsque nous prenons le temps de mâcher lentement, d'observer les changements de texture, de remarquer les transitions de saveur, chaque bouchée devient une expérience complète. Ce ralentissement agit comme une forme de méditation. Il nous ramène dans le présent, nous ancre dans la réalité sensorielle du moment. Le goût est aussi profondément lié à la mémoire. Une simple bouchée peut nous ramener des années en arrière, vers un souvenir d'enfance, une saison particulière, une personne chère. Ces souvenirs gustatifs sont parmi les plus résistants au temps. Ils sont stockés dans des régions du cerveau étroitement liées aux émotions. C'est pourquoi un plat familier peut réconforter autant qu'une étreinte. C'est pourquoi certains aliments sont plus qu'une source d'énergie. Ils sont une forme de langage, un moyen de se relier à son passé, à ses origines, à son histoire. Ce lien entre goût et émotion explique aussi pourquoi la nourriture joue un rôle si important dans nos rituels. Du repas familial aux fêtes saisonnières, en passant par les célébrations religieuses, chaque culture utilise le goût comme un vecteur de lien et de sens. Ces rituels ne nourrissent pas seulement le corps, ils nourrissent l'esprit. Ils rappellent l'appartenance, la continuité, la valeur de la lenteur partagée. Dans ces moments, manger devient un acte sacré, une célébration silencieuse de la vie elle-même. Le goût a également une dimension protectrice. Nos ancêtres comptèrent sur lui pour distinguer les aliments sûrs de ceux qui étaient dangereux. L'amertume signalait souvent la présence de substances toxiques, tandis que le sucré indiquait une source d'énergie. Aujourd'hui encore, notre cerveau réagit instinctivement à ces signaux. Mais dans un monde où la nourriture est abondante et diversifiée, cette fonction protectrice prend une autre forme. Elle nous rappelle l'importance d'écouter notre corps, de reconnaître ses besoins, de respecter ses limites. Cette écoute consciente transforme notre relation à la nourriture. Plutôt que de manger par habitude ou par distraction, nous pouvons apprendre à manger par attention. Cela signifie être présent à chaque étape, observer les couleurs dans l'assiette, sentir les arômes avant la première bouchée, prêter attention à la sensation de satiété qui s'installe progressivement. C'est une pratique simple mais puissante qui peut réduire le stress, améliorer la digestion et renforcer notre lien avec notre propre corps. Il existe aussi une dimension collective au goût. Partager un repas est l'un des gestes les plus universels de l'humanité. Ce n'est pas seulement un moyen de se nourrir, c'est un langage social. Offrir de la nourriture, cuisiner pour quelqu'un, accepter un plat préparé sont autant de façons de communiquer sans mots. Dans ces échanges, le goût devient une forme de dialogue, un moyen de transmettre l'attention, l'amour, le respect. Cette dimension sociale contribue à notre bien-être émotionnel. Elle rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nos besoins les plus fondamentaux sont partagés. Le goût nous relie aussi profondément à la nature. Chaque aliment est le résultat d'un processus vivant, le fruit qui mûrit au soleil, le grain qui pousse dans la terre, l'eau qui nourrit la plante. En mangeant, nous intégrons littéralement ces éléments en nous. Nous faisons l'expérience concrète de notre interdépendance avec le monde naturel. Cela peut sembler anodin, mais c'est en réalité un acte d'union silencieuse avec la planète qui nous porte. En être conscient transforme l'acte de manger en un moment de gratitude. Dans un contexte de détente ou de préparation au sommeil, le goût peut jouer un rôle particulièrement apaisant. Certaines saveurs ont la capacité d'influencer notre système nerveux. Les aliments doux et chauds, par exemple, favorisent la libération de neurotransmetteurs qui induisent de la relaxation. Une infusion tiède, une soupe légère ou même un morceau de chocolat fondant peuvent envoyer un message de calme au cerveau. Ce n'est pas une coïncidence si tant de rituels du soir incluent une boisson chaude, c'est une manière simple et naturelle d'inviter le corps à ralentir.
Le goût est également lié à la respiration. Lorsque nous mangeons lentement, en prenant le temps d'apprécier chaque bouchée, notre souffle s'allonge naturellement. Ce rythme respiratoire plus calme a un effet apaisant sur l'ensemble de l'organisme. Il réduit la production d'hormones liées au stress, améliore la digestion et prépare le corps au repos. Ainsi, manger en pleine conscience n'est pas seulement bénéfique pour notre digestion, c'est aussi une manière de réguler notre système nerveux. Dans la pénombre d'une soirée tranquille, le goût peut devenir un rituel en soi. Imaginez une tasse de tisane fumante entre vos mains. L'arôme floral monte doucement vers votre nez, la chaleur se diffuse dans vos paumes, vous portez la tasse à vos lèvres et la saveur délicate se répand lentement dans votre bouche. Chaque gorgée est une invitation à ralentir, à vous ancrer dans le moment présent. C'est un petit geste, presque insignifiant, mais il porte en lui un pouvoir immense, celui de transformer une simple boisson en une expérience de paix. Notre relation au goût reflète souvent notre relation à la vie. Si nous mangeons vite sans prêter attention, nous passons à côté de ce que le monde a à offrir. Si nous mangeons lentement, avec curiosité et gratitude, chaque repas devient une exploration, une célébration. Ce principe dépasse largement l'alimentation. Il nous rappelle que la vie elle-même est faite de saveurs à savourer, d'instants à déguster lentement. Dans les dernières minutes qui précèdent le sommeil, cette approche peut être une métaphore précieuse. Plutôt que de vouloir précipiter le repos, nous pouvons l'accueillir comme on accueille une saveur, avec patience, avec ouverture, avec douceur. L'endormissement, comme le goût, ne se force pas. Il se découvre, il s'invite, il se savoure. Ainsi, le goût n'est pas seulement un sens. C'est une invitation à ralentir, à ressentir, à apprécier. C'est un moyen de renouer avec notre corps, avec notre histoire, avec notre environnement. Dans sa simplicité se cache une sagesse profonde, celle qui nous enseigne que la paix ne se trouve pas toujours dans le silence ou l'immobilité, mais parfois dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi humain qu'une saveur. Et lorsque nous comprenons cela, chaque bouchée, chaque gorgée, chaque instant devient une occasion de trouver le calme. Ce soir, peut-être prendrez-vous un dernier moment pour savourer quelque chose avant de dormir. Ce n'est pas nécessairement un repas, cela peut être une simple gorgée d'eau, une infusion douce ou même le goût de votre propre souffle. Peu importe ce que c'est, laissez ce goût être un rappel. Celui que vous êtes vivant, que votre corps fonctionne en harmonie, que le monde vous offre ses richesses à travers les sens. Dans cette conscience simple et profonde, le sommeil vient naturellement, comme un prolongement paisible de l'expérience sensorielle. Ainsi, dans le grand concert des sens, le goût est une mélodie discrète mais essentielle. Il nous nourrit, nous relie, nous apaise. Il transforme un acte ordinaire en moment sacré. Et dans ce monde qui va souvent trop vite, il nous rappelle que parfois, pour trouver la paix, il suffit de goûter lentement la vie. Fermez les yeux un instant et laissez votre attention descendre doucement vers la surface de votre peau. Là, dans cette frontière silencieuse entre vous et le monde se joue l'un des phénomènes les plus fondamentaux de l'existence humaine, le toucher. Avant même de voir, d'entendre ou de goûter, c'est par lui que nous avons commencé à percevoir le monde. Dans le ventre maternel déjà, nous ressentions la pression, la chaleur, le contact. Le toucher est notre premier langage et souvent, il demeure celui que nous comprenons le mieux. Il est à la fois le plus simple et le plus profond de nos sens, capable de transmettre ce que les mots échouent parfois à exprimer. La sécurité, la tendresse, la présence, la peau, cet organe que nous oublions souvent, est pourtant l'un des plus vastes et des plus complexes de notre corps. Elle nous enveloppe entièrement, constituant une barrière protectrice, mais aussi un immense réseau sensoriel. Des millions de récepteurs y sont disséminés, chacun spécialisé dans un type de stimulation. La pression, la température, la douleur, la texture, les vibrations légères. Ce maillage sensible envoie en permanence des informations à notre cerveau, qui les interprète pour nous aider à comprendre notre environnement. Grâce à lui, nous savons si un objet est doux ou rugueux, chaud ou froid, distant ou proche. Mais le toucher n'est pas seulement une question d'information. Il est intimement lié à notre bien-être émotionnel. Lorsque quelqu'un pose une main sur notre épaule ou nous enlace, notre corps libère des substances chimiques apaisantes, comme l'ocytocine, qui renforce le sentiment de sécurité et réduisent le stress. Même un contact très léger peut ralentir le rythme cardiaque, détendre les muscles et favoriser un état de calme profond. Ce phénomène n'a rien d'anodin. Il témoigne du rôle essentiel que joue le toucher dans notre équilibre psychologique. Depuis les premiers instants de notre vie, le contact physique façonne notre développement. Un nouveau-né apaisé par la chaleur d'une étreinte dort mieux, digère mieux, pleure moins. Dans les soins médicaux, on sait aujourd'hui que les patients qui reçoivent des gestes de toucher doux se rétablissent souvent plus rapidement. Le toucher, bien plus qu'un simple sens, est un besoin fondamental. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un tissu de relations, visibles ou invisibles, qui nous relie les uns aux autres. Notre perception tactile ne se limite pas aux interactions humaines. Elle s'étend à tout ce que nous rencontrons. Le tissu d'un vêtement contre notre peau, le grain d'une pierre dans notre main, la caresse de l'air sur notre visage, tout cela compose une carte sensorielle subtile qui nous relie au monde.
Même lorsque nous ne touchons rien de manière active, notre peau continue de percevoir. Elle enregistre les variations de température, la pression de l'air, l'humidité ambiante. C'est grâce à cette vigilance silencieuse que nous pouvons adapter nos comportements. Chercher la chaleur, éviter le froid, ajuster notre posture pour être plus confortable. Dans le contexte de la détente et du sommeil, le toucher joue un rôle essentiel. La sensation d'une couverture douce, le contact régulier d'un matelas qui épouse nos formes, la température agréable d'un drap propre participent de tous à signaler à notre corps qu'il est temps de se relâcher. Même des gestes simples, comme masser doucement ses mains ou effleurer ses bras, peuvent déclencher une cascade de réponses physiologiques qui préparent au repos. Ces petits rituels tactiles sont souvent négligés, mais ils sont d'une efficacité surprenante. Il est intéressant de remarquer que le toucher a aussi une dimension de mémoire. Notre peau garde la trace de certaines expériences bien au-delà de l'instant. Le souvenir d'une étreinte rassurante, la chaleur d'un feu, la fraîcheur d'une pluie d'été peuvent être ravivés simplement en y pensant. Cela montre à quel point ce sens est profondément ancré dans notre psyché. Les expériences tactiles façonnent notre rapport au monde et influencent la façon dont nous réagissons à l'environnement. Une texture agréable peut susciter un sentiment de familiarité et de confort, tandis qu'une sensation désagréable peut provoquer de l'inconfort bien après qu'elle ait disparu. La relation entre le toucher et les émotions est également bidirectionnelle. Non seulement nos émotions influencent notre perception tactile, mais le toucher lui-même peut modifier notre état émotionnel. Lorsque nous sommes anxieux, notre peau devient souvent plus sensible. Un contact léger peut alors sembler irritant ou désagréable. À l'inverse, lorsque nous sommes détendus, cette même sensation devient agréable, presque enveloppante. Cela signifie que nous pouvons utiliser le toucher consciemment pour transformer notre humeur. En choisissant des textures qui nous apaisent, un tissu moelleux, une couverture chaude, une peau fraîche, nous envoyons des signaux de sécurité à notre cerveau. Dans certaines traditions anciennes, le toucher est considéré comme un outil de guérison. Les massages, les bains, les caresses sont vus non seulement comme des pratiques de confort, mais aussi comme des moyens de réaligner l'énergie du corps. Si ces explications varient selon les cultures, elles partagent de toutes une intuition commune. Le contact physique ne se contente pas d'agir sur la peau. Il influence en profondeur le fonctionnement de l'organisme, de la circulation sanguine à l'équilibre hormonal. Même la science moderne le reconnaît aujourd'hui. Un simple massage peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliorer la qualité du sommeil. Notre sens du toucher est aussi essentiel à notre perception de l'espace. Sans lui, nous aurions du mal à nous orienter, à saisir des objets, à adapter notre force. Il nous informe en permanence sur la position de notre corps, sur la pression que nous exerçons, sur la résistance des surfaces. C'est ce qu'on appelle la proprioception, la capacité à ressentir notre corps dans l'espace. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, cette perception tactile interne est ce qui nous permet de marcher les yeux fermés, de nous étirer dans l'obscurité ou de nous installer confortablement sans regarder. Le toucher n'est pas toujours immédiat, il existe des formes de perception plus subtiles qui dépassent la simple surface de la peau. Par exemple, nous pouvons souvent sentir la présence de quelque chose ou de quelqu'un avant même un contact direct, comme si notre corps anticipait la proximité. Ce phénomène, encore mal compris, témoigne de la sensibilité profonde de notre système tactile. Il suggère que notre peau n'est pas seulement un capteur passif, mais un organe actif, en interaction constante avec son environnement. La douceur joue un rôle central dans l'expérience tactile. Elle évoque la sécurité, l'accueil, la bienveillance. C'est pourquoi tant d'objets associés au confort, couvertures, vêtements, coussins, sont choisis pour leur texture agréable. La douceur apaise le système nerveux, elle envoie au cerveau le message que nous pouvons relâcher notre vigilance. Même le simple geste de se caresser le bras ou de poser une main sur son cœur peut déclencher cette réponse. Dans ces instants, le toucher devient une forme de langage intérieur, un moyen de communiquer avec soi-même sans mots. Dans notre société moderne, pourtant, nous touchons souvent moins qu'autrefois. Les écrans, les objets lisses et impersonnels, les interactions distantes ont réduit notre contact physique avec le monde. Cette diminution a des effets subtils sur notre bien-être. Elle peut nous rendre plus anxieux, plus détachés, moins ancrés. Réintroduire consciemment le toucher dans notre quotidien, à travers des gestes simples comme un câlin, une poignée de main, un massage ou même le contact avec la nature, peut avoir des effets profonds. Cela nous reconnecte à notre corps, aux autres, à la réalité tangible qui nous entoure. La nuit, lorsque tout devient plus calme, notre sens du toucher prend une dimension presque méditative. La couverture qui nous enveloppe, le poids familier d'un oreiller, la température stable d'une pièce deviennent des repères rassurants. Ces sensations nous rappellent que nous sommes ici, en sécurité, ancrées dans le présent. Elles aident notre esprit à se détacher des pensées qui tournent en boucle et à glisser vers un état de repos. Dans le silence du soir, le toucher peut même devenir un guide vers le sommeil. En portant notre attention sur les sensations physiques, le contact des draps, la chaleur d'un coussin, la douceur de l'air, nous détournons notre esprit des préoccupations abstraites.
Cette forme d'ancrage sensoriel calme l'activité mentale et favorise l'endormissement. Ce n'est pas une technique, mais un retour à quelque chose de fondamental, la capacité de notre corps à nous ramener à l'essentiel. Le toucher nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Nous ne sommes pas séparés du monde, nous en faisons partie. Chaque contact est une preuve tangible de cette appartenance. Et dans cette reconnaissance, il y a une forme de paix profonde. Être touché, c'est être reconnu. Toucher, c'est entrer en relation. Fermez les yeux un instant et inspirez profondément. Laissez l'air entrer lentement dans vos narines et remarquez comment il transporte avec lui bien plus que de l'oxygène. Peut-être y a-t-il une odeur subtile dans la pièce, celle d'un tissu propre, d'un parfum familier, du bois ou de la pluie dehors. Chaque inspiration est une exploration silencieuse, une porte qui s'ouvre sur un monde invisible. L'odorat est peut-être le plus discret de nos sens, mais il est aussi l'un des plus puissants. Il a le pouvoir unique de nous transporter dans le temps, de raviver des souvenirs enfouis, de déclencher des émotions profondes et d'influencer notre état d'esprit sans que nous en soyons pleinement conscients. Ce sens commence son travail bien avant que nous ne réalisions sa présence. Chaque fois que nous respirons, des milliers de molécules odorantes pénètrent dans notre nez. Elles se dissolvent dans une fine couche de mucus et se lient à des récepteurs spécialisés situés dans l'épithélium olfactif. Chacun de ces récepteurs est conçu pour détecter des types particuliers de molécules. Lorsqu'ils sont activés, ils envoient des signaux électriques directement vers une région du cerveau appelée bulbe olfactif. Ce dernier agit comme un centre de tri, analysant les informations et les transmettant à d'autres zones cérébrales. Ce qui rend l'odorat si unique, c'est la proximité de ses connexions avec les structures du cerveau liées à la mémoire et aux émotions, comme l'hippocampe et l'amygdale. Contrairement aux autres sens qui passent d'abord par des centres de traitement complexes, l'odorat accède presque directement à ces régions. C'est pour cela qu'une odeur peut réveiller un souvenir avec une intensité surprenante, même si ce souvenir semblait oublié depuis longtemps. Il suffit parfois d'un parfum pour faire surgir une scène entière. Une matinée d'été, une pièce d'enfance, un visage cher. Ces souvenirs ne sont pas seulement visuels ou narratifs. Ils reviennent accompagnés d'émotions, de sensations, parfois même de détails physiques comme la température d'un jour ou la texture d'un tissu. Cette relation intime entre odeur et souvenir explique pourquoi l'odorat joue un rôle si important dans notre sentiment d'identité. Les parfums qui nous entourent au quotidien façonnent notre perception du monde. L'odeur d'une maison, celle d'un plat qui mijote, le parfum d'une personne proche deviennent des repères émotionnels. Ils nous ancrent dans une continuité, ils nous rappellent qui nous sommes et d'où nous venons. Perdre l'odorat, comme cela peut arriver temporairement lors d'une maladie, provoque souvent une profonde sensation de déconnexion. Sans ces repères invisibles, le monde semble soudain plus plat, moins vivant. L'odorat influence aussi puissamment notre humeur. Certaines odeurs ont des effets physiologiques démontrés. L'arôme de lavande, par exemple, peut réduire le rythme cardiaque et favoriser la relaxation. Celui des agrumes stimule l'éveil et améliore l'humeur. L'odeur du bois ou de la terre humide peut induire une sensation de sécurité et de stabilité. Ces effets ne sont pas de simples associations culturelles. Ils sont inscrits dans notre biologie. L'odorat est intimement lié au système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions. Une odeur agréable peut donc littéralement modifier notre état émotionnel en quelques secondes sans que nous ayons besoin d'y réfléchir. Dans le contexte du sommeil, ce lien est particulièrement précieux. Créer une ambiance olfactive douce peut aider à préparer le corps et l'esprit au repos. Des huiles essentielles comme la camomille, la bergamote ou la vanille sont souvent utilisées pour leurs propriétés apaisantes. Leur efficacité ne tient pas seulement à leur parfum, mais aussi à leur capacité à activer des réponses physiologiques liées à la détente. Respirer profondément ces arômes avant de dormir envoie un signal clair au cerveau. Il est temps de ralentir, de relâcher les tensions, de se laisser aller. Le pouvoir des odeurs ne se limite pas à leur effet immédiat. Elles ont aussi la capacité d'influencer subtilement nos comportements. Une odeur agréable peut rendre un espace plus accueillant, nous inciter à y rester plus longtemps, à y être plus détendu. À l'inverse, une odeur désagréable peut provoquer de l'agitation ou nous pousser à quitter un lieu. Dans les lieux publics, dans les magasins, dans les hôtels, ce phénomène est utilisé depuis longtemps. Le marketing olfactif consiste à diffuser des senteurs spécifiques pour influencer notre perception d'un environnement. Mais au-delà de ces usages commerciaux, ce principe rappelle une vérité simple. Notre odorat guide de nombreuses décisions sans que nous en ayons conscience. Notre capacité à reconnaître et à interpréter les odeurs est extraordinairement fine. Nous pouvons distinguer des milliers de parfums différents, même à des concentrations infimes. Nous sommes capables d'identifier des mélanges complexes, de percevoir des nuances légères, de reconnaître une odeur rencontrée une seule fois des années auparavant. Ce don n'est pas uniquement biologique, il est aussi façonné par l'expérience. Plus nous prêtons attention aux odeurs qui nous entourent, plus notre cerveau devient habile à les différencier. C'est pourquoi les parfumeurs ou les sommeliers développent avec le temps une sensibilité olfactive presque surhumaine.
L'odorat est également un pont vers la nature. Chaque environnement possède sa signature olfactive. L'air salé d'un littoral, la résine d'une forêt de pins, l'odeur métallique d'un orage approchant. Ces senteurs racontent une histoire, elles nous informent sur la saison, la météo, la végétation, parfois même sur la présence d'animaux. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un écosystème vaste et vivant. En prêtant attention à ces odeurs, nous renouons avec une forme d'intelligence sensorielle ancienne, celle qui guidait nos ancêtres dans leurs déplacements, leurs choix, leur survie. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à sous-estimer l'importance de l'odorat. Nous vivons dans des environnements contrôlés, aseptisés, où les odeurs sont souvent masquées ou neutralisées. Pourtant, réapprendre à sentir est une manière simple et puissante de ralentir. Cela peut commencer par des gestes minuscules, respirer profondément l'arôme d'un repas en préparation, sentir les pages d'un livre ancien, humer l'air frais après la pluie. Ces expériences nous ramènent dans le présent. Elles nous rappellent que chaque instant possède une dimension olfactive unique. Le lien entre odorat et mémoire peut aussi être utilisé consciemment pour favoriser la détente. Créer une signature olfactive pour la relaxation, en utilisant toujours la même odeur pour accompagner un rituel de calme, peut entraîner notre cerveau à associer cette senteur à un état de repos. Avec le temps, l'odeur seule suffit à déclencher une réaction apaisante. C'est une forme de conditionnement doux, profondément ancré dans nos circuits neuronaux et particulièrement efficace pour faciliter l'endormissement. Les souvenirs olfactifs ont également une particularité fascinante. Ils sont souvent plus résistants au temps que les souvenirs visuels ou auditifs. Une photographie peut s'effacer, une mélodie s'oublier. Mais une odeur peut rester vivante des décennies plus tard. Elle ne revient pas seulement comme une image mentale, elle revient comme une expérience sensorielle complète. Cela s'explique par la manière dont le cerveau stocke et récupère les souvenirs liés à l'odorat. Ils sont enregistrés de manière plus directe, plus émotionnelle, et sont donc moins sujets à l'oubli. Le pouvoir évocateur de l'odorat est si fort qu'il peut même modifier notre perception du temps. Une odeur familière peut nous ramener instantanément dans un passé lointain, nous faisant revivre des émotions avec une intensité presque intacte. A l'inverse, une odeur nouvelle peut marquer un moment, lui donner une signature sensorielle qui le rendra mémorable. Cela montre à quel point notre expérience du monde est façonnée par ce sens discret. Dans la douceur d'une soirée, respirer profondément devient ainsi un acte bien plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement une fonction physiologique, c'est une manière d'ouvrir un dialogue silencieux avec notre mémoire, nos émotions, notre identité. Chaque odeur que nous percevons nous raconte quelque chose, sur nous-mêmes, sur notre passé, sur le monde. Elle nous relie à ce qui a été, à ce qui est, à ce qui sera. Alors ce soir, laissez votre odorat vous guider. Sentez l'air autour de vous, même s'il semble ordinaire. Il porte peut-être des traces invisibles, celles d'un lieu, d'un moment, d'une saison. Inspirez profondément et laissez ces arômes tracer des chemins dans votre esprit. Peut-être feront-ils surgir un souvenir oublié. Peut-être créeront-ils un nouveau souvenir à chérir. Dans tous les cas, ils vous rappelleront que vous êtes vivant, ancré, relié à une histoire qui dépasse largement l'instant présent. Dans cette exploration silencieuse, l'odorat devient bien plus qu'un simple sens. Il devient un lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le passé et le présent, entre l'émotion et la perception. Et lorsque nous apprenons à l'écouter, à le respecter, à lui faire confiance, il devient un guide vers le calme. Dans son sillage, le sommeil vient naturellement, comme une mémoire ancienne qui revient, douce et enveloppante, parfumée d'émotions paisibles. Il existe un moment, souvent imperceptible juste avant que le sommeil ne nous emporte, où le monde extérieur semble s'effacer lentement. Les bruits deviennent lointains, les pensées se font plus rares et une forme de silence s'installe. Ce silence n'est pas l'absence totale de son, car même dans un lieu parfaitement calme, il subsiste toujours quelque chose, le battement régulier de notre cœur, le souffle qui va et vient, les infimes craquements de notre environnement. Ce silence dont il est question est plutôt un état intérieur, un apaisement profond, qui naît lorsque nous cessons de lutter contre les stimuli et que nous nous abandonnons à l'expérience du moment. Il est l'un des plus puissants alliés du repos et de la détente. Dans notre société moderne, ce silence est devenu rare. Nous vivons entourés de sons constants, moteurs, voix, notifications, musique de fond. Même lorsque nous croyons être au calme, un léger bourdonnement nous accompagne toujours. Notre cerveau, habitué à traiter ces signaux en permanence, reste dans un état d'alerte discret. Cela ne signifie pas que nous sommes constamment stressés, mais simplement que nous n'expérimentons presque jamais l'absence d'informations auditives. Or, cette absence a un effet physiologique profond. Elle permet au système nerveux de se reposer, d'abaisser son niveau de vigilance et d'entrer dans un état de récupération. Le silence intérieur commence par une décision, celle de prêter attention à ce qui se passe en nous plutôt qu'à ce qui se passe autour de nous. Ce déplacement d'attention est subtil, mais il change tout. Plutôt que de chercher à éteindre les sons extérieurs, il s'agit de ne plus leur accorder d'importance. On peut entendre sans écouter,
On peut être conscient d'un bruit sans s'y accrocher. En agissant ainsi, on ouvre la porte à un calme plus profond, celui qui ne dépend plus des circonstances mais de notre état intérieur. Pour y parvenir, la respiration est souvent le point de départ. En inspirant lentement, en expirant plus longuement encore, nous envoyons un signal clair à notre cerveau, il est temps de ralentir. Ce simple geste réduit l'activité de certaines zones liées à la vigilance et favorise la production de neurotransmetteurs qui calment l'esprit. À mesure que notre respiration se régularise, les pensées perdent de leur intensité. Elles deviennent plus lentes, plus espacées, comme si elles flottaient plutôt qu'elles ne s'imposaient. C'est dans ces interstices que le silence intérieur commence à se former. Ce silence n'est pas un vide. Il est plein d'informations, mais d'un autre type. Ce que nous percevons alors, ce ne sont plus des sons extérieurs mais des sensations intérieures, le rythme de notre souffle, les battements de notre cœur, parfois même le léger bourdonnement de notre circulation sanguine. Loin d'être dérangeants, ces bruits internes sont profondément rassurants. Ils nous rappellent que nous sommes vivants, que notre corps travaille sans effort pour maintenir l'équilibre. Ils deviennent une sorte de musique organique, lente et régulière qui nous berce doucement. Le silence intérieur est aussi une question de perception mentale. Nos pensées sont souvent bruyantes, non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles se succèdent sans répit. Elles racontent, commentent, planifient, se répètent. Elles remplissent chaque espace libre. Mais elles ne sont pas obligées d'occuper toute la scène. Il est possible d'observer ces pensées sans les suivre, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, inspirée de la méditation, permet d'instaurer une forme de silence mental qui n'exige pas que les pensées disparaissent, seulement qu'elles perdent leur emprise. Ce silence mental est particulièrement propice à l'endormissement. Lorsque le flot des pensées ralentit, le cerveau peut passer plus facilement d'un état d'éveil actif à un état de repos. La transition vers le sommeil devient plus fluide, moins chaotique. Il n'est plus nécessaire de forcer de l'endormissement. Il survient naturellement, comme une conséquence logique du calme intérieur. C'est pourquoi de nombreuses pratiques destinées à améliorer le sommeil, relaxation, respiration, méditation, visent avant tout à instaurer ce silence mental. Il est important de comprendre que le silence n'est pas synonyme d'isolement. Au contraire, il nous relie plus profondément à nous-mêmes et au monde. Lorsque nous cessons de remplir chaque instant de sons et de pensées, nous devenons plus sensibles aux détails subtils qui nous entourent. Nous remarquons des choses que nous ignorions auparavant. La variation de la lumière dans une pièce, le rythme de notre souffle, la texture de l'air. Ce sont des sensations simples, mais elles ont un effet puissant sur notre état d'esprit. Elles nous ancrent dans le présent et nous éloignent des ruminations. Le silence a aussi une dimension émotionnelle. Dans le tumulte du quotidien, nous utilisons souvent le bruit comme une forme de distraction. Nous allumons la télévision pour ne pas penser. Nous écoutons de la musique pour combler le vide. Nous parlons pour éviter d'écouter ce que nous ressentons. Le silence, lui, ne laisse pas cet échappatoire. Il nous confronte à nous-mêmes. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est aussi une opportunité. Dans ce face-à-face silencieux, nous pouvons mieux comprendre nos émotions, les accueillir sans jugement et les laisser se dissoudre naturellement. De nombreuses traditions spirituelles considèrent le silence comme un état sacré, non pas parce qu'il est un rare, mais parce qu'il révèle ce qui est essentiel. Dans le silence, il n'y a plus de distraction, plus d'artifice. Il ne reste que ce qui est vrai. Cette vérité n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut être aussi simple que la reconnaissance d'une émotion, la conscience d'un souffle, la gratitude pour un moment présent. Mais c'est dans cette simplicité que réside la profondeur. L'expérience du silence peut aussi modifier notre perception du temps. Dans un environnement bruyant, le temps semble souvent s'accélérer. Les heures passent sans que nous en ayons conscience. Dans le silence, au contraire, il s'étire. Chaque minute semble contenir davantage. Ce ralentissement subjectif a un effet apaisant. Il nous permet de savourer l'instant plutôt que de le fuir. Il nous rappelle que le temps n'est pas seulement une succession de secondes, mais une expérience vécue. Il existe de nombreuses manières d'inviter le silence dans notre vie quotidienne. Cela peut être un moment passé sans téléphone, sans musique, sans distraction. Cela peut être une promenade sans écouteurs, un repas sans conversation, une soirée passée à simplement écouter le souffle du vent. Ces moments, même brefs, sont comme des oasis dans le désert de l'agitation moderne. Ils nous offrent un espace pour nous ressourcer, pour laisser notre esprit se régénérer. Le silence intérieur n'est pas un objectif à atteindre, mais un état à reconnaître. Il est déjà là, sous le bruit, sous les pensées, sous les émotions. Il attend simplement que nous lui prêtions attention. Comme un lac dont la surface est agitée par le vent, notre esprit se calme naturellement lorsque les perturbations cessent. Il retrouve sa clarté, sa profondeur, sa tranquillité. Dans le contexte du sommeil, cette tranquillité est précieuse. Elle crée les conditions idéales pour que le corps se relâche et que l'esprit se détende. Elle nous libère du besoin de tout contrôler, de tout résoudre. Elle nous rappelle que nous pouvons simplement être, ici et maintenant, sans rien ajouter, sans rien enlever. Et dans ce simple être, le sommeil trouve naturellement sa place. Alors, ce soir, plutôt que de chercher à remplir le silence, accueillez-le.
Laissez-le s'étendre doucement autour de vous, puis en vous. Laissez les sons s'éloigner, les pensées s'apaiser, les émotions se déposer. Sentez ce calme grandir, s'approfondir, s'installer. Dans cet espace paisible, il n'y a plus rien à faire. Le sommeil n'est plus un but, mais une conséquence naturelle de votre état intérieur. Vous n'avez plus à le poursuivre. Vous pouvez simplement le laisser venir, porté par le silence, comme par une vague lente et douce. C'est peut-être là l'un des plus grands paradoxes de la détente. Nous passons tant de temps à chercher des solutions, des méthodes, des outils pour apaiser notre esprit, alors qu'il nous suffit parfois de nous arrêter et d'écouter ce qui est déjà là. Le silence n'est pas un luxe, ni un vide. C'est un retour à l'essentiel, à l'équilibre, à notre nature profonde. Il est la toile de fond sur laquelle tout repose, y compris le sommeil. Dans ce silence intérieur, nous retrouvons une forme de liberté. Libre des bruits qui nous assaillent, libre des pensées qui nous agitent, libre même du besoin de tout comprendre. Et dans cette liberté, nous découvrons quelque chose de précieux. Une paix qui ne dépend de rien, qui ne peut être troublée par rien. Une paix silencieuse, stable et profonde, celle-là même qui nous conduit, doucement mais sûrement, vers le repos. Lorsque la lumière décline et que l'obscurité s'installe, nos yeux entament un travail silencieux et fascinant. Ils changent littéralement leur mode de fonctionnement pour s'adapter aux nouvelles conditions. La vision nocturne n'est pas simplement une version affaiblie de la vue diurne, c'est une transformation subtile, une métamorphose sensorielle qui nous relie à un monde différent, un monde où les contrastes remplacent les couleurs, où les détails laissent de place aux contours, où l'œil apprend à percevoir ce qui n'est presque plus visible. Cette capacité, profondément ancrée dans notre biologie, est un héritage ancien qui nous rappelle que nous sommes faits pour naviguer aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Dans la lumière du jour, ce sont les cônes de notre rétine qui travaillent principalement. Ces cellules spécialisées sont sensibles aux couleurs et permettent une vision nette et détaillée. Mais lorsqu'il fait sombre, elles deviennent moins actives. À leur place, ce sont les bâtonnets, un autre type de photorécepteurs qui prennent le relais. Moins sensibles aux couleurs, mais extrêmement réactifs à la lumière faible, ils nous permettent de percevoir les formes, les mouvements et les variations d'intensité lumineuse même dans des conditions très sombres. Cette transition ne se fait pas instantanément. Elle demande du temps, souvent une vingtaine de minutes. Pendant ce laps de temps, notre vision s'ajuste progressivement, comme si notre regard s'ouvrait lentement sur une autre dimension du réel. L'obscurité nous oblige à regarder différemment. Elle nous invite à abandonner la précision chirurgicale de la vision diurne pour adopter une perception plus globale. Dans la pénombre, ce ne sont plus les détails qui importent, mais les contrastes. Une silhouette contre un fond légèrement plus clair, un mouvement subtil à la périphérie de notre champ de vision, une variation presque imperceptible d'ombre deviennent autant de repères. Ce type de perception, moins analytique, est aussi plus intuitive. Il sollicite d'autres circuits de notre cerveau, ceux qui gèrent l'instinct et la spatialisation. C'est pourquoi, la nuit, nous nous fions davantage à nos impressions qu'à notre raisonnement. La vision nocturne ne se limite pas à l'œil. Elle implique tout notre système sensoriel. Lorsque la lumière baisse, nos pupilles se dilatent pour laisser entrer davantage de photons. Nos muscles oculaires se détendent légèrement pour élargir le champ de vision. Même notre posture change. Nous bougeons plus lentement. Nos gestes deviennent plus précautionneux. L'obscurité nous apprend la patience. Elle nous pousse à ralentir, à nous fier à des signaux plus subtils. Elle nous apprend aussi à observer autrement. En fixant un point légèrement à côté d'un objet plutôt que directement dessus, par exemple, nous exploitons mieux les zones de la rétine les plus sensibles à la lumière. C'est une technique naturelle que notre cerveau utilise souvent sans que nous en soyons conscients. L'expérience de la vision nocturne est aussi profondément émotionnelle. La nuit modifie notre perception de l'espace et du temps. Elle dilate les distances, transforme les sons, altère notre rapport aux couleurs. Elle peut susciter de la crainte, mais aussi un profond sentiment de paix. Dans l'obscurité, le monde semble plus lent, plus silencieux, plus vaste. C'est une forme de poésie sensorielle, une manière différente d'habiter l'espace. Beaucoup de personnes décrivent un sentiment d'intériorité plus profond lorsqu'elles se déplacent dans la nuit. L'absence de repères visuels précis les pousse à se tourner vers l'intérieur, à faire confiance à leur mémoire corporelle et à leur intuition. L'obscurité a aussi un effet sur notre perception du temps. Sans les repères visuels habituels, les minutes semblent plus longues, les heures plus étirées. Cette lenteur favorise l'introspection et la détente. Elle offre un espace mental plus large, propice à la rêverie et à la contemplation. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses traditions spirituelles associent la nuit à la sagesse et à la méditation. Dans l'obscurité, l'esprit cesse de courir après les détails et commence à percevoir l'essentiel. La vision nocturne joue également un rôle important dans la régulation de nos rythmes biologiques. L'exposition prolongée à la lumière artificielle peut perturber ces rythmes, retardant l'endormissement et modifiant la qualité du sommeil.
C'est pourquoi il est recommandé de limiter l'usage des écrans avant de dormir. Leur lumière, trop intense et trop bleue, envoie au cerveau le message que le jour n'est pas encore terminé. En revanche, une lumière douce et tamisée permet à notre organisme de comprendre que la nuit est là. Ce signal déclenche la production d'hormones qui facilitent de l'endormissement. Le lien entre la vision nocturne et le sommeil est plus profond qu'il n'y paraît. L'obscurité n'est pas seulement une condition favorable au repos, elle en est aussi un déclencheur naturel. Depuis des millions d'années, notre organisme associe l'arrivée de la nuit à un ralentissement général de l'activité. C'est un langage que notre corps comprend instinctivement. En nous exposant à des environnements faiblement éclairés en soirée, nous respectons ce langage. Nous créons les conditions idéales pour que notre système nerveux se détende et que notre cerveau se prépare au sommeil. Dans la nature, la vision nocturne a longtemps été une question de survie. Elle permettait de détecter les prédateurs, de trouver de la nourriture, de naviguer dans des environnements hostiles. Aujourd'hui, elle conserve une importance symbolique. Elle nous rappelle que nous sommes capables de voir, même dans les conditions les plus difficiles, que notre perception ne dépend pas uniquement de la clarté. Elle nous apprend à faire confiance à nos capacités, même lorsque tout semble obscur. Il existe aussi une dimension esthétique à la vision nocturne. La nuit révèle une beauté que la lumière du jour ne montre pas. Les formes deviennent plus douces, les contrastes plus subtils, les contours plus suggestifs. La moindre source de lumière prend une importance nouvelle. La lueur d'une bougie, l'éclat d'une étoile, la lumière diffuse d'une fenêtre lointaine. Cette esthétique de la pénombre éveille une sensibilité différente, plus contemplative, plus intérieure. Elle nous pousse à apprécier les choses non pas pour leur éclat, mais pour leur présence discrète. Dans nos espaces de vie, nous pouvons apprendre à tirer parti de cette esthétique pour favoriser la détente. Plutôt que de chercher à tout éclairer uniformément, nous pouvons jouer avec les ombres, les lumières indirectes, les zones tamisées. Ces environnements plus doux favorisent la détente du regard et par extension, celle de l'esprit. Ils nous invitent à ralentir, à nous recentrer, à nous préparer au sommeil. L'obscurité peut aussi devenir un outil de connaissance de soi. Privés de détails visuels, nous sommes obligés d'écouter davantage nos autres sens. L'ouïe devient plus fine, l'odorat plus sensible, le toucher plus attentif. Cette redistribution de l'attention nous donne une perception plus complète du monde. Elle nous rappelle que la vue, aussi importante soit-elle, n'est qu'une partie de notre expérience sensorielle. Dans la nuit, c'est tout notre être qui devient récepteur. Le sommeil lui-même est une forme de vision nocturne intérieure. Lorsque nous rêvons, notre esprit crée des images à partir de rien, explore des paysages qui n'existent que dans notre imagination. Ces visions ne dépendent d'aucune lumière extérieure. Elles prouvent que la perception ne se limite pas à ce que nos yeux voient. Elle est aussi une construction intérieure, une façon pour notre conscience de donner forme à l'invisible. Dans le calme de la nuit, nous pouvons donc envisager la vision non pas comme un simple acte de regarder, mais comme une expérience globale. Elle n'est pas seulement visuelle, elle est sensorielle, émotionnelle, symbolique. Elle nous relie au monde d'une manière plus profonde et plus subtile. Elle nous apprend à voir non pas seulement ce qui est, mais aussi ce qui se cache derrière les apparences. Ainsi, lorsque vous éteignez les lumières ce soir et que l'obscurité remplit la pièce, souvenez-vous que votre regard ne s'éteint pas. Il change simplement de forme. Il devient plus attentif, plus intérieur, plus poétique. Il cesse d'exiger des détails et se contente d'indices. Il cesse de vouloir comprendre et se met à ressentir. Dans cette vision apaisée, le monde devient plus calme, plus lent, plus profond. Et dans ce calme, le sommeil trouve naturellement sa place. La vision nocturne est donc bien plus qu'un simple mécanisme biologique. C'est une leçon de confiance et de patience. Elle nous enseigne que même lorsque la lumière disparaît, nous possédons en nous les ressources nécessaires pour avancer. Elle nous rappelle que la clarté n'est pas toujours indispensable pour percevoir. Et elle nous montre que parfois, ce que nous voyons le mieux n'est pas ce qui est illuminé, mais ce qui se cache dans l'ombre. Dans cette obscurité accueillante, laissez vos yeux se détendre, laissez-les s'adapter à la douceur de la nuit, laissez vos autres sens s'éveiller et votre esprit s'ouvrir. Car c'est souvent lorsque la lumière s'éteint que nous commençons vraiment à voir non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi celui qui existe en nous. Et c'est dans ce regard intérieur que naît la paix, celle qui précède le sommeil et l'accompagne tout au long de la nuit. Il suffit parfois de s'arrêter un instant pour réaliser à quel point notre perception du monde repose sur des détails que nous ne remarquons presque jamais. Ces détails sont partout, discrets et constants, comme une trame invisible qui soutient notre expérience quotidienne. Ils sont dans la texture d'un tissu sous nos doigts, dans la nuance d'une lumière qui change, dans la variation presque imperceptible d'un parfum dans l'air. Nous vivons entourés de subtilités que notre esprit ne remarque pas toujours consciemment, mais qui façonnent profondément notre relation à la réalité. Comprendre et accueillir ces détails minuscules, c'est apprendre à ralentir, à vivre plus pleinement chaque instant et à trouver dans l'infime une source insoupçonnée de paix. Nos sens sont conçus pour détecter bien plus que ce que nous pensons. Prenons le toucher par exemple.
Les récepteurs sensoriels de nos doigts sont si sensibles qu'ils peuvent distinguer des différences de surface de quelques micromètres seulement. Cela signifie qu'un grain de sable minuscule, presque invisible à l'œil nu, peut être détecté par le bout de notre index. Cette sensibilité n'est pas seulement un outil pratique. Elle est aussi un moyen pour notre cerveau de se connecter intimement à son environnement. Chaque détail que nous percevons par le toucher enrichit notre carte mentale du monde, nous permettant de le comprendre avec une précision silencieuse. Cette précision s'applique également à l'ouïe. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais notre système auditif est capable de percevoir des variations infimes de fréquence ou d'intensité. Un musicien expérimenté, par exemple, peut entendre la différence entre deux notes qui ne varient que de quelques hertz. Même sans formation, notre cerveau utilise ces détails pour localiser la provenance d'un son en comparant les minuscules différences de temps et d'intensité avec lesquelles il atteint chaque oreille. Ces micro-variations, imperceptibles à notre conscience, sont pourtant essentielles à notre survie et à notre confort. Elles nous permettent de nous orienter, de réagir, de nous sentir en sécurité. La vue, de son côté, est également un chef-d'œuvre d'attention aux détails. La rétine contient des millions de cellules qui détectent la lumière et chacune d'elles contribue à construire l'image que nous voyons. Même lorsque nous croyons percevoir une scène d'un seul coup d'œil, notre cerveau assemble en réalité une multitude d'informations minuscules. Il analyse les contrastes, les contours, les différences de luminosité. C'est grâce à cette capacité que nous pouvons reconnaître un visage familier dans une foule ou remarquer un mouvement discret dans notre champ visuel périphérique. Ces détails, souvent ignorés consciemment, sont la base de notre compréhension du monde visuel. L'odorat, lui aussi, est un sens de la nuance. Nous avons la capacité de distinguer des milliers d'odeurs différentes, souvent à des concentrations incroyablement faibles. Un seul souffle d'air peut contenir des millions de molécules odorantes, et notre nez est capable de détecter des différences presque imperceptibles dans leur composition. C'est ce qui nous permet de reconnaître une fleur particulière dans un bouquet ou de sentir l'approche de la pluie avant même qu'elle ne tombe. Ces détails olfactifs enrichissent notre perception du monde d'une profondeur que nous sous-estimons souvent. Le goût fonctionne de façon similaire. Chaque bouchée que nous prenons est une expérience complexe, composée de multiples éléments qui interagissent entre eux. La douceur, l'acidité, l'amertume, le salé et l'umami sont les 5 grandes saveurs de base, mais chacune d'elles peut se manifester avec une intensité et une subtilité infinies. Les papilles gustatives peuvent détecter des concentrations extrêmement faibles de certaines substances et notre cerveau combine ces informations avec celles fournies par l'odorat pour créer une perception globale. C'est pourquoi une même recette peut sembler différente selon des facteurs aussi subtils que la température ou la texture d'un aliment. Ces détails sensoriels ne sont pas seulement fascinants sur le plan biologique, ils ont aussi un effet profond sur notre bien-être. Lorsque nous ralentissons et que nous commençons à prêter attention à ces petites choses, notre perception du monde change. Ce qui semblait ordinaire devient riche et complexe. Un simple morceau de pain devient une symphonie de textures et de saveurs. Un bruit de vent devient une composition aux multiples nuances. Une lumière changeante sur un mur devient un spectacle silencieux. Cette attention à l'infime est une forme de méditation en soi. Elle nous ancre dans le présent, elle nous sort du flot des pensées, elle nous ramène à l'expérience directe. Dans le contexte du sommeil et de la détente, cette capacité à percevoir les détails minuscules est particulièrement précieuse. Elle nous apprend à ralentir, à sortir du mode d'analyse rapide pour entrer dans un état d'observation douce, en portant attention aux sensations les plus fines, la texture des draps, la température de l'air, le rythme de notre respiration. Nous créons un environnement mental favorable au repos. Ces petites perceptions deviennent des points d'ancrage qui calment le flux des pensées et guident notre esprit vers un état plus serein. Il existe un phénomène fascinant appelé adaptation sensorielle. Lorsqu'un stimulus est constant, notre cerveau cesse souvent de le percevoir activement. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque nous cessons de sentir un parfum que nous portons ou d'entendre un bruit de fond. Pourtant, ces informations continuent d'être enregistrées, même si nous n'en sommes plus conscients. En réapprenant à diriger volontairement notre attention vers elles, nous pouvons redécouvrir des aspects du monde que nous avions oubliés. C'est un peu comme si nous apprenions à voir, à entendre, à sentir pour la première fois. Cette redécouverte du détail a aussi une dimension émotionnelle. Elle nous aide à développer un sentiment de gratitude et d'émerveillement face à ce qui nous entoure. Trop souvent, nous cherchons l'extraordinaire dans le spectaculaire, oubliant que le monde regorge de merveilles discrètes. La complexité d'une feuille, le parfum subtil d'un tissu propre, la variation de température entre l'ombre et la lumière sont autant de manifestations de cette richesse cachée. En les remarquant, nous cultivons une forme de joie simple, une satisfaction profonde qui ne dépend pas de grandes expériences. Cette attention aux détails nous enseigne également l'humilité. Elle nous rappelle que notre perception, aussi fine soit-elle, ne capte qu'une infime partie de la réalité.
Il existe des couleurs que nos yeux ne voient pas, des sons que nos oreilles n'entendent pas, des odeurs que notre nez ne détecte pas. Ce constat ne doit pas être frustrant, il doit au contraire éveiller notre curiosité. Il nous incite à explorer, à écouter, à observer avec plus d'attention. Il nous pousse à considérer chaque sensation comme une invitation à en découvrir davantage. Dans notre vie quotidienne, nous avons souvent tendance à négliger les détails au profit de la vitesse et de l'efficacité. Nous mangeons sans goûter, nous marchons sans sentir le sol sous nos pieds. Nous écoutons sans entendre vraiment. Cette perte de sensibilité n'est pas irréversible. Il suffit de ralentir, d'accorder quelques instants à l'observation consciente. En prêtant attention à la façon dont une tasse chaude réchauffe nos mains, à la structure d'un son ou à la texture d'un tissu, nous renouons avec une forme d'intelligence sensorielle que nous possédons tous. Cette pratique de l'attention fine est également un excellent outil pour apaiser l'esprit. Dans un monde où les pensées se succèdent sans répit, se concentrer sur un détail minuscule agit comme une encre. Cela détourne notre attention de l'agitation mentale et la dirige vers quelque chose de stable, de concret. Observer le mouvement de la lumière sur un mur, écouter un bruit répétitif et doux, sentir la texture d'un objet peut suffire à ralentir le flot des pensées. Cet état de présence, souvent associé à la pleine conscience, est particulièrement propice à l'endormissement. Le sommeil lui-même est un processus fait de détails. L'endormissement ne survient pas d'un seul coup, il est le résultat d'une série de micro-changements, le ralentissement du rythme cardiaque, la baisse de température corporelle, l'allongement progressif des ondes cérébrales. Prêter attention à ces transitions, même inconsciemment, peut faciliter leur survenue. C'est comme écouter une musique lente. Plus on en perçoit les nuances, plus il est facile de s'y laisser porter. Il est fascinant de constater que les grands moments de paix naissent souvent de petites choses. Un souffle d'air frais, une odeur familière, une lumière douce peuvent suffire à déclencher une sensation de calme profond. Ce n'est pas la grandeur du stimulus qui compte, mais notre capacité à le percevoir pleinement. En cultivant cette sensibilité, nous découvrons que la tranquillité ne se trouve pas dans ce qui est rare ou spectaculaire, mais dans ce qui est présent, ici et maintenant. Ainsi, les détails minuscules sont bien plus que des curiosités sensorielles. Ils sont des portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Ils nous rappellent que la vie n'est pas faite seulement de grands événements, mais d'une multitude de micro-expériences qui ensemble forment notre réalité. En les accueillant avec attention et gratitude, nous transformons chaque instant ordinaire en une source de paix. Si chacun de nos sens possède sa propre personnalité, sa propre façon de nous relier au monde, c'est dans leur collaboration que réside leur véritable force. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher ne fonctionnent pas comme des systèmes isolés. Ils sont intimement liés, communiquant entre eux dans une danse subtile et constante. Cette collaboration est ce qui nous permet d'expérimenter la réalité, non pas comme une somme de sensations fragmentées, mais comme une expérience cohérente et fluide. Elle est aussi ce qui transforme notre perception en une source de bien-être et d'équilibre. Comprendre cette harmonie sensorielle, c'est apprendre à écouter comment nos sens dialoguent, s'entraident et se complètent. Et c'est aussi découvrir une voie précieuse vers la détente profonde. Dans la vie quotidienne, nous n'utilisons jamais un seul sens à la fois. Lorsque nous mangeons, par exemple, notre expérience gustative dépend de la vue, de l'odorat et même de l'ouïe. La couleur et la présentation des aliments préparent notre cerveau à interpréter leur saveur. L'odeur qui s'élève de l'assiette active déjà les zones cérébrales associées au plaisir gustatif. Le bruit du croquant ou du frémissement ajoute une dimension tactile et auditive à l'expérience. Enfin, la texture dans la bouche et la température complètent cette symphonie sensorielle. Chaque sens apporte sa note, et c'est leur interaction qui crée la richesse de l'ensemble. Cette collaboration n'est pas un simple hasard de la nature, elle est le résultat d'une évolution millénaire. Nos ancêtres, pour survivre, avaient besoin d'intégrer rapidement des informations provenant de multiples sources sensorielles. Une odeur de fumée associée à une lumière rougeâtre pouvait indiquer un feu. Un bruit discret dans les feuilles combiné à un mouvement dans la pénombre pouvait signaler la présence d'un animal. Ce traitement simultané et coordonné des signaux sensoriels a permis à l'humanité de s'adapter, d'anticiper et de réagir avec précision. Aujourd'hui encore, notre cerveau continue d'intégrer ces informations pour créer une perception globale, même si les dangers sont moins immédiats. Cette intégration se manifeste dans des phénomènes fascinants. Par exemple, la perception d'un son peut être influencée par ce que nous voyons. Si une vidéo montre une personne frapper des mains mais que le son arrive légèrement en décalage, notre cerveau ajuste automatiquement l'interprétation pour aligner les deux. De même, la perception de certaines saveurs peut changer selon l'arôme qui les accompagne. Une boisson sucrée semble plus sucrée si elle est parfumée à la vanille que si elle est neutre, même si sa composition chimique est identique. Ces interactions montrent que nos sens ne travaillent pas séparément. Ils s'influencent et se modifient mutuellement pour construire une image cohérente du monde. L'harmonie sensorielle n'est pas seulement une prouesse biologique, c'est aussi une source de plaisir profond.
Lorsque plusieurs sens sont stimulés de manière synchronisée, l'expérience devient plus intense, plus immersive. Pensez à un bain chaud dans une pièce faiblement éclairée, accompagné d'une musique douce et d'un parfum apaisant. Chaque sens participe à la création d'un environnement de détente. Le toucher de l'eau chaude détend les muscles, la lumière tamisée apaise l'esprit. La musique ralentit le rythme cardiaque. L'arôme agréable active les zones émotionnelles du cerveau. Ensemble, ils créent une atmosphère propice au repos que chacun d'eux, isolément, ne pourrait produire. Cette interaction sensorielle a un effet direct sur notre état mental. Lorsque plusieurs sens envoient simultanément des signaux de calme, le système nerveux entre dans un état de relaxation plus profond. C'est ce qu'on observe dans des pratiques comme la méditation multisensorielle, où l'on combine son, lumière, texture et odeur pour favoriser une immersion totale dans le moment présent. Ces expériences aident à réduire l'activité du système limbique, impliqué dans les réponses émotionnelles, et à activer le système parasympathique, qui favorise la détente et la récupération. L'harmonie sensorielle joue aussi un rôle dans notre mémoire et nos émotions. Les souvenirs les plus marquants sont souvent ceux qui mobilisent de plusieurs sens à la fois. Nous ne nous souvenons pas seulement de ce que nous avons vu ou entendu, mais aussi de ce que nous avons senti, touché ou goûté. C'est pourquoi certaines expériences semblent gravées plus profondément dans notre esprit. Un simple parfum peut rappeler une saison entière, une mélodie peut raviver un moment précis, la texture d'un objet peut évoquer une émotion oubliée. Chaque sens agit comme un fil qui tisse une toile complexe de souvenirs. Cette capacité des sens à travailler ensemble peut être utilisée consciemment pour améliorer notre bien-être. Par exemple, pour favoriser l'endormissement, on peut créer un rituel sensoriel qui associe plusieurs éléments, une lumière douce, une odeur relaxante, une couverture agréable au toucher et une musique calme. Répété chaque soir, ce rituel devient un signal global pour le cerveau, lui indiquant que le moment du repos est arrivé. Parce que plusieurs sens envoient le même message, le corps et l'esprit répondent plus rapidement et plus profondément. L'harmonie sensorielle est également un outil puissant pour revenir au moment présent. Dans un monde saturé de distractions, nos sens sont souvent dispersés. Nous regardons un écran tout en écoutant une conversation, nous mangeons sans sentir ni goûter vraiment. Cette fragmentation réduit notre capacité à savourer pleinement l'expérience. En ramenant volontairement notre attention à ce que nos sens perçoivent, nous retrouvons une forme de cohérence. Sentir le parfum d'une boisson chaude pendant qu'on la savoure, écouter la texture d'un son tout en observant la lumière d'un coucher de soleil, sentir le contact d'un tissu contre la peau tout en respirant profondément. Ces pratiques simples rétablissent l'unité entre perception et conscience. L'harmonie sensorielle a aussi une dimension esthétique. Elle est au cœur de nombreuses formes d'art. Dans un concert, la musique ne se limite pas à l'ouïe. Elle se ressent physiquement dans les vibrations, se voit dans les gestes des musiciens, se vit dans l'atmosphère de la salle. Dans une exposition, la lumière, la température, les sons ambiants contribuent autant à l'expérience que les œuvres elles-mêmes. Cette approche holistique enrichit notre rapport au monde et nous rappelle que la beauté ne réside pas seulement dans un détail isolé, mais dans la façon dont les éléments interagissent. Dans la nature, l'harmonie sensorielle est omniprésente. Une promenade en forêt en est un exemple parfait. Le chant des oiseaux se mêle au parfum des feuilles humides, à la douceur du vent sur la peau, à la lumière tamisée filtrant à travers les arbres. Chaque sens apporte sa contribution, et leur combinaison crée un sentiment profond de paix et d'appartenance. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes trouvent la nature apaisante. Elle offre une stimulation sensorielle équilibrée, fluide et cohérente. Dans notre quête de détente, apprendre à cultiver cette harmonie est une compétence précieuse. Elle ne demande pas d'effort, seulement de l'attention. Il suffit d'observer comment nos sens travaillent ensemble, de remarquer comment une odeur modifie notre perception d'un son, comment une texture influence notre interprétation d'une image. Plus nous devenons conscients de ces interactions, plus nous pouvons les utiliser à notre avantage. Ce processus est également une invitation à la lenteur. L'harmonie sensorielle ne peut être perçue dans la précipitation, elle se révèle lorsque nous ralentissons, lorsque nous cessons de courir d'une stimulation à l'autre. Elle apparaît dans les moments d'attention silencieuse, dans les instants où nous laissons nos sens dialoguer librement sans chercher à les contrôler. C'est alors que nous découvrons que notre perception du monde n'est pas une addition de fragments, mais une composition vivante, toujours changeante, toujours riche. Ainsi, l'harmonie sensorielle n'est pas seulement un concept biologique ou philosophique. Elle est une pratique quotidienne, une façon d'habiter notre corps et notre environnement avec plus de présence. Elle nous apprend que le bien-être ne dépend pas d'un seul élément, mais de l'équilibre entre plusieurs. Elle nous rappelle que nos sens ne sont pas séparés, mais profondément interconnectés. Et elle nous invite à les écouter, à les laisser travailler ensemble pour nous offrir une expérience du monde plus profonde, plus apaisante et plus complète. Dans cette harmonie, il n'y a rien à forcer. Il suffit de se laisser porter par la symphonie naturelle de nos perceptions.
de sentir comment la lumière, le son, l'odeur, la texture et le goût s'entremêlent pour créer une réalité cohérente, de se souvenir que nous sommes faits pour percevoir non pas des fragments, mais des ensembles, et dans cette conscience, l'esprit se calme, le corps se relâche, et le sommeil, encore une fois, devient une simple continuité naturelle de l'expérience sensorielle. C'est là, dans cette fusion douce de toutes nos perceptions, que réside une forme de sagesse. Une sagesse qui nous rappelle que nous ne faisons pas que percevoir le monde, nous le vivons à travers une infinité de détails qui s'entremêlent et se répondent. Et lorsque nous prêtons attention à cette danse silencieuse, nous découvrons que la paix que nous cherchions n'est pas ailleurs. Elle est déjà là, tissée dans l'harmonie de nos sens. À chaque instant de notre vie, même lorsque nous sommes immobiles, notre corps danse. Il s'adapte, s'ajuste, se stabilise. Ce ballet silencieux est si naturel que nous n'y prêtons presque jamais attention. Pourtant, sans lui, nous ne pourrions pas marcher, nous asseoir, ni même rester debout sans tomber. L'équilibre est une prouesse permanente, une orchestration complexe de signaux sensoriels, musculaires et cérébraux. Il est le fruit d'une collaboration subtile entre nos sens et notre corps, entre le monde extérieur et notre perception intérieure. Comprendre ce processus, c'est découvrir un aspect fascinant de notre physiologie, mais c'est aussi apprendre une autre forme de sérénité. Celle qui naît de l'harmonie entre le mouvement et la stabilité. L'équilibre est bien plus qu'une simple question de posture. Il est un état dynamique. Même debout sans bouger, notre corps oscille légèrement, effectuant de minuscules ajustements pour rester droit. Ces micro-mouvements sont gérés par un système complexe qui combine des informations issues de nos yeux, de nos muscles, de nos articulations et surtout de notre oreille interne. C'est cette dernière qui joue un rôle central dans notre sens de l'équilibre. À l'intérieur de l'oreille se trouvent de minuscules canaux remplis de liquide et tapissés de cellules sensibles. Lorsque nous bougeons la tête, ce liquide se déplace, stimulant les récepteurs qui informent le cerveau de la position et de l'accélération. En parallèle, des structures appelées otolithes détectent les mouvements linéaires et la gravité. Ensemble, ces éléments forment un système de navigation interne d'une précision remarquable. La vue participe également à cette orchestration. Nos yeux fournissent des repères visuels qui aident le cerveau à évaluer notre position dans l'espace. C'est pourquoi nous nous sentons souvent désorientés lorsque nous fermons les yeux en marchant ou en nous tenant sur une jambe. De même, les récepteurs situés dans nos muscles et nos articulations, appelés propriocepteurs, jouent un rôle clé. Ils informent en permanence notre système nerveux sur la position de chaque partie de notre corps. Grâce à eux, nous savons si nous sommes penchés, si notre poids est réparti correctement, ou si un ajustement est nécessaire pour éviter de tomber. Ce système d'équilibre est particulièrement remarquable dans sa capacité d'adaptation. Il s'ajuste en permanence à notre environnement et à nos actions. Lorsque nous marchons sur un sol irrégulier, il modifie instantanément notre posture. Lorsque nous glissons, il déclenche des réflexes pour restaurer notre stabilité. Même lorsque nous sommes allongés, il continue de fonctionner, informant notre cerveau de notre orientation. Cette capacité d'adaptation est le résultat de millions d'années d'évolution. Un héritage qui a permis à l'humanité de se déplacer avec aisance dans un monde en perpétuel mouvement. Mais l'équilibre n'est pas seulement physique, il est aussi profondément lié à notre état mental. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nos muscles se contractent, notre respiration devient plus rapide et notre centre de gravité se déplace légèrement. Ces changements subtils peuvent perturber notre posture et rendre nos mouvements moins fluides. Inversement, lorsque nous sommes détendus, notre corps se relâche, notre respiration s'approfondit et notre équilibre devient plus naturel. Cela montre à quel point l'état de notre esprit influence celui de notre corps et vice-versa. La notion de mouvement est indissociable de celle d'équilibre. Même au repos, notre organisme est en perpétuel mouvement. Le sang circule, les poumons se gonflent, les muscles effectuent de légers ajustements. Le mouvement est la vie elle-même. Il est aussi une source de bien-être. Bouger stimule la circulation sanguine, libère des hormones apaisantes et renforce notre système nerveux. Des mouvements doux, comme ceux du yoga, de la marche lente ou des étirements, peuvent même améliorer notre équilibre en renforçant la coordination entre nos différents systèmes sensoriels. Il est intéressant de noter que notre perception de l'équilibre change avec l'âge. Les enfants, dont le système vestibulaire est encore en développement, tombent souvent en apprenant à marcher. Les personnes âgées, quant à elles, peuvent perdre une partie de leur sensibilité proprioceptive, ce qui rend l'équilibre plus difficile. Pourtant, cette capacité reste entraînable tout au long de la vie. Des exercices simples, comme se tenir sur une jambe, marcher sur une ligne droite ou pratiquer des mouvements lents et contrôlés, peuvent améliorer la stabilité, même à un âge avancé. L'équilibre a également une dimension symbolique. Il est souvent utilisé comme métaphore de la vie elle-même. Nous parlons de « équilibre intérieur » pour désigner l'harmonie entre nos émotions, nos pensées et nos actions. Ce parallèle n'est pas anodin. De la même manière que notre corps cherche constamment à rester stable malgré les mouvements, notre esprit tente de maintenir un équilibre face aux changements de la vie. Lorsque nous trouvons cet équilibre intérieur, nous avançons avec plus de fluidité, moins de résistance.
Le mouvement, lui aussi, est porteur d'enseignements. Il nous rappelle que rien n'est figé. Même lorsque nous croyons être immobiles, nous sommes en transition. Nos cellules se renouvellent, notre souffle circule, nos pensées évoluent. Embrasser cette idée, c'est accepter que la stabilité ne signifie pas l'absence de changement, mais la capacité à s'adapter continuellement. Dans ce contexte, l'équilibre n'est pas une position statique, mais un état de mouvement maîtrisé. Dans la quête du sommeil et de la détente, cette notion prend tout son sens. Souvent, nous pensons que pour nous reposer, nous devons arrêter complètement de bouger. En réalité, c'est l'inverse. Un corps qui a bougé de façon fluide et naturelle pendant la journée s'endort plus facilement. Le mouvement prépare au repos, tout comme l'activité prépare au calme. Il équilibre les systèmes internes, dissipe les tensions accumulées et favorise la régulation hormonale. C'est pourquoi des activités douces avant le coucher, comme une courte marche, quelques étirements ou des exercices respiratoires, peuvent améliorer la qualité du sommeil. Le lien entre équilibre, mouvement et perception est également profond. Nos sens ne sont pas passifs dans ce processus. Ils participent activement à l'ajustement constant de notre posture. Le moindre changement de lumière, le plus léger bruit ou la plus petite variation de température peut influencer notre position corporelle. Par exemple, un son soudain peut nous faire tourner la tête, modifiant ainsi notre centre de gravité. Une lumière forte peut nous pousser à cligner des yeux et à ajuster notre posture. Ce dialogue constant entre perception et mouvement est ce qui rend notre interaction avec le monde si fluide. Dans un état de détente, cette relation devient encore plus subtile. Allongés dans notre lit, nous continuons d'effectuer de petits mouvements pour trouver la position la plus confortable. Nous ajustons la position de nos jambes, tournons légèrement la tête, changeons la répartition de notre poids. Ces micro-mouvements ne sont pas anodins. Ils permettent au corps de libérer les dernières de tension et de s'installer dans un état de repos profond. Ils sont la preuve que même dans l'immobilité apparente, la vie continue de circuler. L'équilibre a également un effet apaisant sur l'esprit. Lorsque notre corps est stable, notre système nerveux interprète cela comme un signe de sécurité. C'est pourquoi nous nous sentons souvent plus calmes après avoir retrouvé notre centre de gravité, après avoir corrigé notre posture ou simplement après nous être allongés confortablement. Cet état de stabilité physique envoie un message au cerveau. Tout est en ordre, il n'y a rien à craindre. C'est un message essentiel pour favoriser l'endormissement. L'un des aspects les plus fascinants de l'équilibre est sa dimension inconsciente. La plupart du temps, nous ne pensons pas à la manière dont nous tenons debout ou marchons. Notre cerveau gère ces ajustements sans que nous en ayons conscience. Cette automatisation nous libère de la charge mentale de contrôler chaque mouvement et nous permet de concentrer notre attention sur d'autres tâches. Elle montre aussi à quel point notre corps est fiable et autonome. Même lorsque notre esprit est ailleurs, il veille silencieusement à notre stabilité. Dans les moments de fatigue ou de stress, il peut être utile de se reconnecter consciemment à ce processus. Se balancer légèrement d'un pied sur l'autre, sentir la répartition de son poids, bouger lentement, peut avoir un effet profondément apaisant. Ces gestes simples rappellent à notre système nerveux que nous sommes présents, ancrés, stables. Ils créent une sensation de sécurité qui facilite la transition vers le repos. Ainsi, équilibre et mouvement ne sont pas des opposés. Ils sont les deux faces d'une même réalité, celle de l'adaptation. Ensemble, ils forment une danse continue qui nous maintient debout, centrés, vivants. En prendre conscience, c'est apprendre à faire confiance à notre corps, à reconnaître son intelligence silencieuse, à écouter ses ajustements subtils. C'est aussi une invitation à lâcher prise, à accepter que la stabilité ne soit jamais parfaite, mais toujours en devenir. Dans cette compréhension, le sommeil devient une extension naturelle de l'équilibre. Il n'est pas une rupture, mais un prolongement. Si le goût semble à première vue une expérience simple, sucrée, salée, acide, amère, umami, il cache en réalité une symphonie complexe de processus biologiques, de réactions chimiques et de perceptions subjectives. Chaque fois que nous mangeons, un dialogue invisible s'installe entre la matière et nos sens. Ce dialogue commence dans la bouche, mais il ne s'arrête pas là. Il se prolonge dans notre cerveau, nos émotions et même notre mémoire. Comprendre cette chimie du goût n'est pas seulement une question de science. C'est aussi une invitation à redécouvrir un plaisir quotidien, à ralentir et à savourer chaque bouchée comme une expérience sensorielle complète. Le goût commence dès que la nourriture entre en contact avec notre langue. Celle-ci est recouverte de milliers de petites structures appelées papilles qui abritent à leur tour des cellules spécialisées dans la détection des saveurs. Ces cellules sont capables de reconnaître 5 grandes catégories de goût. Le sucré signale une source d'énergie, le salé une présence de minéraux essentiels, l'acide peut alerter sur la fermentation ou la fraîcheur d'un aliment, l'amer avertit souvent d'une possible toxicité. Et l'umami, découvert plus récemment, indique la présence de protéines. Ce système, fruit de millions d'années d'évolution, est avant tout un mécanisme de survie. Mais il est devenu bien plus que cela. Il est aujourd'hui un vecteur de plaisir, d'identité culturelle et d'émotion. Une fois qu'un goût est détecté, il ne se limite pas à la langue.
Les cellules sensorielles envoient des signaux électriques vers le cerveau qui les interprète en les combinant avec d'autres informations sensorielles. L'odorat, en particulier, joue un rôle crucial. Ce que nous appelons goût est souvent une combinaison de saveurs et d'arômes. Lorsque nous mâchons, des molécules odorantes s'échappent vers la cavité nasale et activent des récepteurs olfactifs. Sans cette contribution, de nombreux aliments sembleraient fades. C'est ce que nous expérimentons lorsque notre nez est bouché. Tout semble avoir le même goût. La texture est un autre acteur silencieux de cette chimie. La sensation d'un aliment sur notre langue et notre palais influence profondément notre perception gustative. Un chocolat fondant, une croûte croustillante ou une purée soyeuse procurent des expériences sensorielles radicalement différentes, même si les saveurs de base sont similaires. La température joue aussi un rôle important. Un plat chaud libère ses arômes plus intensément, tandis qu'un aliment froid peut sembler plus rafraîchissant ou plus neutre. Même le son, le craquement d'une pomme, le crépitement d'un aliment frit, participent à notre perception globale du goût. Le goût est également façonné par nos expériences personnelles et notre culture. Ce que nous trouvons délicieux ou repoussant n'est pas uniquement une question de biologie. C'est aussi le résultat d'apprentissage, de souvenirs et d'associations émotionnelles. Un plat que nous avons dégusté lors d'un moment heureux peut devenir réconfortant toute notre vie. À l'inverse, une expérience désagréable peut nous détourner durablement d'une saveur. Cette dimension émotionnelle du goût montre à quel point il est lié à notre histoire personnelle. Chaque bouchée porte en elle une part de notre passé. Les préférences gustatives évoluent également avec le temps. Ce que nous n'aimions pas enfant peut devenir un plaisir à l'âge adulte. Cela s'explique en partie par des changements physiologiques. Nos récepteurs gustatifs deviennent moins sensibles à certaines saveurs avec l'âge, mais aussi par l'évolution de notre mémoire et de notre rapport émotionnel à la nourriture. Le goût est un langage vivant qui change et s'adapte tout au long de notre existence. La chimie du goût a aussi un effet direct sur notre organisme. Certaines saveurs peuvent stimuler la production de salive, facilitant la digestion. D'autres déclenchent la libération d'enzymes qui préparent l'estomac à recevoir des aliments. Même le simple fait de penser à un repas appétissant peut activer ces processus. C'est la preuve que notre système sensoriel n'est pas passif. Il anticipe, prépare et ajuste notre corps en fonction de ce qu'il perçoit. Dans le contexte du repos et du bien-être, le goût peut devenir un allié précieux. Certaines saveurs ont des effets apaisants. La vanille, par exemple, est connue pour ses propriétés relaxantes. Le miel, avec sa douceur naturelle, évoque la chaleur et la sécurité. Les infusions aux plantes, comme la camomille ou la verveine, ont non seulement un goût délicat, mais aussi des propriétés physiologiques qui favorisent la détente. Consommer ces saveurs avant de dormir peut aider le corps à se préparer au repos, en envoyant des signaux de calme au système nerveux. Le goût peut aussi être un outil de pleine conscience. En mangeant lentement, et en prêtant attention à chaque nuance, nous entraînons notre esprit à rester dans l'instant présent. Cette pratique, parfois appelée dégustation consciente, consiste à explorer toutes les dimensions d'un aliment. Sa texture, sa température, ses saveurs successives, ses arômes secondaires. Elle transforme un geste quotidien en un rituel méditatif. Ce type d'attention calme l'esprit, ralentit le rythme cardiaque et favorise une digestion plus harmonieuse. Il existe également une dimension sociale dans cette chimie. Partager un repas renforce les liens, crée des souvenirs communs, nourrit l'appartenance. Le goût devient alors un langage de connexion, un moyen de communiquer sans mots. Autour d'une table, nous ne partageons pas seulement des aliments, mais aussi des émotions, des histoires et des fragments de vie. Cette dimension collective explique pourquoi tant de cultures associent de la nourriture aux moments importants. Fêtes, rites, célébrations, réconciliations, l'aspect culturel du goût est fascinant. Ce qui est considéré comme une délicatesse dans une région peut être perçu comme étrange ailleurs. Ces différences ne sont pas seulement une question d'habitude, elles reflètent l'adaptation de l'humanité à son environnement. Dans les régions froides, les plats riches et gras apportent de l'énergie. Dans les climats chauds, les aliments épicés stimulent la transpiration et aident à réguler la température corporelle. Chaque cuisine est le résultat d'un dialogue millénaire entre l'homme, son environnement et sa biologie. Le goût a aussi un rôle symbolique. Dans de nombreuses cultures, certaines saveurs sont associées à des états d'esprit ou à des émotions. Le sucré évoque la douceur et l'amour, l'amer la maturité et la réflexion, l'acide l'énergie et la vivacité, l'umami la profondeur et la satiété. Ces associations montrent que le goût dépasse la simple perception sensorielle. Il devient un langage universel qui exprime des idées, des sentiments et des valeurs. Dans le domaine scientifique, la recherche sur le goût continue de révéler des aspects étonnants de notre biologie. Par exemple, certaines cellules gustatives peuvent détecter des substances bénéfiques à des concentrations infimes, guidant ainsi nos choix alimentaires. D'autres récepteurs sont sensibles à des composés présents dans des aliments fermentés qui jouent un rôle crucial dans notre santé intestinale.
Cette dimension chimique du goût montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un plaisir, mais aussi d'un outil d'adaptation et de régulation. La relation entre goût et bien-être psychologique est également étudiée. Certaines saveurs peuvent influencer l'humeur en stimulant la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine. Cela explique pourquoi certains aliments sont qualifiés de réconfortants. Leur effet va bien au-delà du plaisir gustatif. Ils modifient notre chimie interne de manière mesurable. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons utiliser ces connaissances pour créer des rituels de détente. Une boisson chaude et sucrée le soir, une infusion aromatique après une journée chargée, ou même un morceau de chocolat noir dégusté lentement peuvent devenir des outils puissants pour favoriser la relaxation. Ces petits gestes, répétés régulièrement, signalent à notre corps que le moment est venu de ralentir. Le goût, dans sa dimension chimique, nous rappelle que nous faisons partie d'un dialogue plus vaste avec la nature. Chaque saveur que nous percevons est le résultat d'interactions complexes entre les molécules des aliments et les récepteurs de notre corps. En les dégustant, nous participons à ce dialogue. Nous nous nourrissons non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et symboliquement. Ainsi, la chimie du goût n'est pas seulement une affaire de science. C'est une histoire d'adaptation, de culture, de mémoire et d'émotion. Elle relie l'infiniment petit, les molécules qui stimulent nos papilles, à l'infiniment grand, les souvenirs, les liens humains, les traditions. Elle nous enseigne que manger n'est jamais un acte banal. C'est une exploration, une rencontre, une célébration. Dans la douceur d'un soir tranquille, cette compréhension peut transformer notre rapport à l'alimentation. Chaque bouchée devient une occasion d'émerveillement. Chaque saveur, une porte ouverte sur un monde de sensations et de significations. Et dans cette attention nouvelle, nous découvrons que le goût, au-delà de sa chimie, est une voie vers la sérénité. Une voie qui nous relie au présent, à notre corps et au monde. Une voie qui, doucement, nous guide vers le repos. Il est facile d'oublier que notre peau est bien plus qu'un simple revêtement protecteur. Elle est la frontière vivante entre notre monde intérieur et l'univers qui nous entoure. Elle nous relie au dehors, capte des informations, nous avertit des dangers, mais elle fait aussi bien plus que cela. Elle se souvient. Oui, la peau possède une mémoire. Elle garde la trace de nos expériences sensorielles, émotionnelles et même affectives. Elle porte en elle les histoires de notre vie, souvent d'une manière dont nous n'avons pas pleinement conscience. Cette mémoire silencieuse façonne notre rapport au monde, influence nos émotions et nous accompagne dans chaque instant, même lorsque nous n'y pensons pas. Chaque contact laisse une empreinte. Qu'il s'agisse de la caresse réconfortante d'un parent durant l'enfance, de la morsure froide d'un vent d'hiver ou de la chaleur d'un rayon de soleil sur notre visage, toutes ces sensations sont enregistrées. Notre cerveau ne garde pas seulement une trace cognitive de ces expériences, il les associe à des réponses physiologiques et émotionnelles. Ainsi, lorsque nous sentons à nouveau une texture ou une température familière, notre corps réagit presque automatiquement. Ce phénomène explique pourquoi certains gestes simples, comme s'envelopper dans une couverture douce, peuvent provoquer un sentiment immédiat de sécurité et de bien-être. Cette mémoire tactile est intimement liée à nos premières expériences de vie. Avant même d'entendre clairement ou de voir nettement, nous percevons le monde par la peau. Dans l'utérus, le fœtus est déjà sensible aux pressions et aux variations de température. À la naissance, le contact avec la peau d'un parent n'est pas seulement agréable, il est vital. Il régule la respiration, stabilise la température corporelle, renforce le lien affectif. Ces premiers souvenirs corporels deviennent des modèles de réconfort qui nous accompagnent toute notre existence. La peau ne se contente pas d'enregistrer des sensations physiques, elle stocke aussi des souvenirs émotionnels. Le contact humain est l'un des plus puissants déclencheurs d'émotions. Une étreinte peut calmer l'anxiété, un geste tendre peut éveiller un sentiment d'amour, une tape sur l'épaule peut insuffler du courage. Ces expériences façonnent notre perception du monde et influencent nos comportements futurs. Un enfant souvent touché avec bienveillance développera généralement une relation plus apaisée avec le contact physique. À l'inverse, un manque de toucher ou des expériences négatives peuvent laisser des traces durables sur la façon dont nous percevons l'intimité et la proximité. La mémoire de la peau est également contextuelle, elle associe les sensations à des environnements, à des personnes, à des moments précis. L'odeur d'une pièce, la texture d'un tissu, la chaleur d'une main peuvent instantanément raviver des souvenirs que l'on croyait oubliés. Ce processus est souvent inconscient. Nous pouvons ressentir une émotion sans immédiatement comprendre pourquoi, simplement parce qu'un stimulus tactile a réveillé une mémoire enfouie. C'est ainsi que certaines personnes ressentent une nostalgie intense en enfilant un pull ancien ou en marchant pieds nus sur une pelouse humide. Cette mémoire tactile ne s'efface pas avec le temps. Au contraire, elle s'accumule et s'enrichit, devenant une sorte de bibliothèque sensorielle que notre cerveau consulte en permanence pour interpréter le présent. Chaque nouveau contact est comparé aux expériences passées, ce qui nous permet de réagir de manière appropriée. Ce processus se produit souvent sans que nous en soyons conscients, mais il influence profondément nos comportements et nos émotions. La peau joue également un rôle crucial dans notre sentiment d'identité.
Elle est le support physique de notre existence, le lieu où notre monde intérieur rencontre l'extérieur. Elle nous rappelle notre présence dans l'espace et nous aide à nous situer. C'est pourquoi les expériences tactiles peuvent être si profondément ancrées dans notre mémoire émotionnelle. Elles nous rappellent que nous existons, que nous avons une place, que nous sommes reliés. La mémoire de la peau est aussi liée à notre capacité d'adaptation. Grâce à elle, nous apprenons à reconnaître les sensations agréables et désagréables, à rechercher les premières et à éviter les secondes. C'est un mécanisme de survie, mais aussi une source d'apprentissage. Un artisan qui travaille le bois, un musicien qui manipule un instrument, un chef qui façonne une pâte développent une mémoire tactile très fine. Leurs mains savent quoi faire, parfois mieux que leur esprit conscient. Cette mémoire procédurale est un exemple fascinant de la manière dont la peau peut apprendre, se souvenir et agir presque indépendamment de la pensée consciente. Le pouvoir de la peau en tant que mémoire ne se limite pas aux expériences agréables, les sensations douloureuses laissent elles aussi une empreinte durable. Une brûlure, une coupure, une égratignure ne sont pas seulement des événements physiques, elles sont aussi des leçons. Notre corps se souvient de la douleur et adapte ses comportements pour éviter qu'elle ne se reproduise. Ces souvenirs sensoriels contribuent à notre survie, mais ils peuvent aussi influencer notre rapport au monde d'une manière plus subtile. Certaines personnes développent une hypersensibilité tactile après des expériences douloureuses, leur peau devenant plus réactive à certaines stimulations. Dans un contexte de bien-être et de relaxation, comprendre cette mémoire tactile peut être extrêmement bénéfique. En recréant volontairement des sensations associées à des souvenirs positifs, nous pouvons induire des états émotionnels apaisants. Une couverture qui rappelle l'enfance, une écharpe douce qui évoque la tendresse d'un être aimé, ou même la chaleur d'un bain peuvent devenir des outils de réconfort. Ces gestes simples exploitent les connexions profondes entre toucher et émotion pour calmer le système nerveux et favoriser la détente. La mémoire tactile joue également un rôle dans la relation que nous entretenons avec les autres. Le contact physique est un langage universel qui transcende les mots. Une poignée de main peut établir la confiance, une accolade peut exprimer un soutien silencieux, un simple effleurement peut transmettre une émotion complexe. Ces interactions, répétées au fil du temps, construisent des souvenirs communs qui renforcent les liens humains. Elles deviennent une forme de mémoire collective, inscrite dans nos corps autant que dans nos esprits. Dans certaines pratiques thérapeutiques, le toucher est utilisé pour réactiver cette mémoire corporelle et aider à guérir des traumatismes émotionnels. Des approches comme la somatothérapie ou certaines formes de massage travaillent précisément sur cette idée. En recréant des sensations sécurisantes, elles permettent au corps de revisiter et de réinterpréter des expériences passées. Ce processus peut libérer des émotions enfouies et restaurer un sentiment de sécurité intérieure. Le lien entre peau, mémoire et sommeil est plus fort qu'il n'y paraît. Nos rituels du soir impliquent souvent des gestes tactiles. Se glisser sous une couverture, enfiler des vêtements confortables, ajuster un oreiller, ces gestes ne sont pas anodins. Ils réactivent des souvenirs de confort et de sécurité qui signalent à notre cerveau qu'il est temps de se détendre. Même la simple sensation du poids d'une couverture peut avoir un effet apaisant en stimulant des réponses physiologiques associées au calme. La peau, dans son rôle de mémoire, est aussi un pont entre le passé et le présent. Elle nous relie à ce que nous avons vécu, tout en façonnant la façon dont nous vivons le moment présent. Elle nous rappelle que chaque sensation est le fruit d'une histoire, que chaque contact est chargé de sens. Et elle nous invite à prêter attention à ces histoires silencieuses que notre corps raconte. En prenant conscience de cette mémoire, nous pouvons transformer notre rapport au toucher. Nous pouvons choisir de créer de nouvelles expériences sensorielles positives, de nourrir notre bibliothèque tactile avec des souvenirs de confort, de douceur, de chaleur. Nous pouvons aussi apprendre à reconnaître et à libérer les traces moins agréables, à ne plus laisser certaines sensations du passé influencer notre présent. Dans un monde où le toucher se fait parfois rare, redonner une place centrale à cette dimension sensorielle est une manière de se reconnecter à soi-même. C'est aussi une manière de mieux comprendre notre humanité. Nous ne sommes pas des êtres faits uniquement d'idées et de pensées. Nous sommes aussi des corps qui ressentent, qui se souviennent, qui portent en eux les empreintes du temps. Alors ce soir, alors que la lumière baisse et que le sommeil approche, prenez un instant pour écouter ce que votre peau vous raconte. Remarquez les sensations qui vous parviennent, la douceur d'un tissu, la chaleur d'une couverture, la fraîcheur de l'air. Chacune d'elles est un souvenir, une histoire, un message. Elles témoignent de votre parcours, de vos liens, de votre présence au monde. Dans cette écoute attentive, il n'y a rien à faire, rien à changer. Il suffit de se laisser envelopper par cette mémoire vivante. Et dans cette étreinte silencieuse, le sommeil viendra, porté par l'histoire que votre peau raconte depuis toujours. Il existe autour de nous et en nous des réalités que nous ne percevons jamais directement. Elles sont là, silencieuses, constantes, omniprésentes, mais elles échappent à notre conscience. Ce sont les mondes invisibles, ceux que nos sens, pourtant si perfectionnés, ne peuvent capter qu'en partie.
Notre perception n'est pas un reflet fidèle du réel, elle est une interprétation, une sélection minutieuse, opérée par notre cerveau pour nous aider à vivre, à survivre, à comprendre. Et dans ce tri permanent d'innombrables phénomènes passent inaperçus. Pourtant, ces mondes que nous ne voyons pas influencent chaque instant de notre existence. Les connaître, ou du moins les imaginer, c'est élargir notre vision du monde. Et c'est aussi, paradoxalement, un chemin vers la paix intérieure. Notre vue, par exemple, est étonnante par sa précision, mais limitée dans son étendue. Elle ne perçoit qu'une infime fraction du spectre lumineux. Les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, les rayons X, toutes ces formes de lumière existent autour de nous, mais nos yeux ne les captent pas. Pourtant, elles traversent notre espace en permanence, transportant des informations, de l'énergie, de la chaleur. Certains animaux, comme les abeilles, voient dans l'ultraviolet ce qui leur permet de repérer des motifs invisibles sur les fleurs. D'autres, comme les serpents, perçoivent de l'infrarouge et détectent ainsi la chaleur de leur proie. Nous, humains, ne percevons qu'un mince fil de ce vaste continuum lumineux, et pourtant, il suffit à créer le monde coloré que nous connaissons. L'ouïe, elle aussi, a ses frontières. Nous entendons un éventail de fréquences limité, bien plus restreint que celui de nombreuses espèces animales. Les chauves-souris utilisent des sons trop aigus pour nous, les éléphants communiquent avec des infrasons que nous ne pouvons pas percevoir. Pourtant, ces ondes sonores traversent l'air autour de nous en permanence. Elles portent des messages, structurent des communications, racontent des histoires que nos oreilles n'entendront jamais. Notre perception auditive, aussi fine soit-elle, n'est qu'un fragment de la symphonie universelle. L'odorat, le goût et le toucher obéissent aux mêmes limites. Nous sommes capables de détecter certaines molécules odorantes à des concentrations incroyablement faibles, mais nous restons aveugles à des milliers d'autres. Nos papilles ne reconnaissent qu'un nombre restreint de saveurs parmi l'infinie diversité chimique du monde. Notre peau, aussi sensible soit-elle, n'enregistre qu'une gamme spécifique de pression, de température et de texture. En d'autres termes, nous vivons dans une bulle sensorielle, un espace taillé sur mesure pour notre survie, mais qui laisse de côté une immense part de la réalité. Ce que nous percevons n'est donc pas tout ce qui existe. Et pourtant, c'est à partir de ces fragments que notre cerveau construit une représentation cohérente du monde. Il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une simplification. Trop d'informations nous submergerait. Notre système nerveux filtre, simplifie, organise. Il transforme un chaos d'ondes, de particules, de vibrations et de molécules en une expérience compréhensible. Ce processus nous permet de vivre, d'agir, d'aimer, de rêver. Mais il signifie aussi que ce que nous appelons réalité n'est qu'une version accessible de quelque chose d'infiniment plus vaste. Ces limites ne sont pas des faiblesses. Elles sont des choix biologiques façonnés par l'évolution. Nos sens ne cherchent pas à tout percevoir, ils cherchent à percevoir ce qui est utile. Ils privilégient les signaux qui ont une valeur pour notre survie. Les couleurs qui distinguent un fruit mûr, les sons qui signalent un danger, les odeurs qui révèlent une nourriture comestible. En filtrant ainsi le réel, ils nous permettent d'agir efficacement sans être submergés. Cette idée peut sembler réductrice, mais elle contient une sagesse profonde. Nous n'avons pas besoin de tout connaître pour vivre pleinement. Et pourtant, il est fascinant d'imaginer ce que nous ne percevons pas. Au-delà de notre vue se déploie un océan de lumière invisible. Au-delà de notre ouïe s'étend une mer de sons silencieux. Au-delà de notre toucher existe un monde d'interactions microscopiques. Forces électrostatiques, champs magnétiques, échanges moléculaires, même notre propre corps abrite un univers caché. Des milliards de bactéries, de cellules et de réactions chimiques s'y déroulent à chaque instant sans que nous en soyons conscients. Nous ne sentons pas la croissance de nos cellules, nous n'entendons pas le flux de notre circulation sanguine, nous ne voyons pas les signaux électriques qui parcourent notre cerveau. Pourtant, tout cela fait partie de nous. Ces mondes invisibles influencent profondément notre bien-être. Par exemple, la lumière que nous ne voyons pas régule nos rythmes biologiques. Certaines longueurs d'onde invisibles déclenchent la production d'hormones ou influencent notre humeur. Des sons imperceptibles peuvent modifier le comportement des animaux autour de nous et, indirectement, notre environnement. Même les champs magnétiques terrestres, que nous ne ressentons pas consciemment, influencent certains processus biologiques. Nous sommes baignés dans un océan d'interactions invisibles qui participent à notre équilibre sans que nous en ayons conscience. Prendre conscience de cette invisibilité peut transformer notre perception du monde. Cela nous apprend l'humilité. Ce que nous croyons savoir n'est qu'une fraction de ce qui est. Cela nourrit aussi l'émerveillement. Il existe plus à découvrir, plus à explorer, plus à comprendre. Même si nous ne pouvons pas percevoir ces réalités directement, nous pouvons les imaginer, les pressentir, parfois même les ressentir indirectement. En nous ouvrant à cette idée, nous enrichissons notre expérience de la vie. Ces mondes invisibles ne sont pas seulement extérieurs. Ils existent aussi en nous, dans les profondeurs de notre psyché.
Nos émotions, nos pensées, nos souvenirs forment un univers intérieur tout aussi vaste et mystérieux que l'univers physique. Comme les ondes ou les particules invisibles, ils influencent notre comportement, notre santé, notre perception. Souvent, ce sont des dynamiques inconscientes qui guident de nos choix, des souvenirs enfouis qui colorent nos émotions, des désirs subtils qui orientent qu'à notre regard. Reconnaître cette dimension intérieure, c'est reconnaître que notre réalité ne se limite pas à ce que nous voyons ou comprenons. Elle inclut aussi ce que nous ressentons, ce que nous pressentons, ce qui nous échappe. Cette idée peut aussi être une source de réconfort. Dans les moments d'incertitude, se souvenir que l'invisible agit peut apaiser. Même lorsque nous avons l'impression que rien ne se passe, la vie continue d'évoluer sous la surface. Les graines germent sous la terre avant de percer la lumière. Les saisons changent imperceptiblement avant que nous en voyions les effets. Nos émotions se transforment en silence avant de se manifester. Cette dynamique invisible fait partie du flux naturel de l'existence. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour avancer. Dans le contexte du sommeil, cette notion prend une signification particulière. Le sommeil lui-même est un monde invisible. Nous perdons conscience de notre environnement, mais notre corps poursuit un travail immense. Il répare les tissus, consolide la mémoire, régule les hormones. Notre cerveau organise, trie, restructure. Nous ne voyons rien de tout cela, nous n'en avons aucun souvenir conscient, et pourtant, ces processus sont essentiels à notre bien-être. Comprendre cela nous permet d'aborder le sommeil non comme une perte de temps, mais comme un moment d'activité cachée et vitale. Il en va de même pour notre perception sensorielle. Même lorsque nous dormons, nos sens continuent de fonctionner à un niveau subtil. Nos oreilles restent attentives à certains sons, nos récepteurs tactiles perçoivent la pression de la couverture, notre peau ressent la température de la pièce. Ces signaux, souvent ignorés, contribuent à notre sécurité et à notre confort. Ils sont la preuve que l'invisible agit en permanence, même dans nos moments les plus silencieux. Se relier à ces mondes invisibles peut devenir une pratique méditative. Il ne s'agit pas de les comprendre intellectuellement, mais de les accueillir. Fermer les yeux et imaginer l'infinité d'ondes qui traversent notre corps. Ressentir la présence de processus biologiques à l'œuvre sans que nous les sentions. Imaginer les histoires silencieuses qui se déroulent dans l'univers. Ce type de contemplation élargit notre conscience et nous relie à quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Dans cette ouverture à l'invisible, notre rapport à la réalité change. Nous cessons de nous limiter à ce que nous voyons, entendons ou touchons. Nous acceptons que la vie soit plus grande, plus complexe, plus mystérieuse que notre perception immédiate. Et dans cette acceptation, nous trouvons une forme de paix. Nous n'avons plus besoin de tout saisir pour nous sentir en sécurité. Nous pouvons simplement faire confiance au fait que l'invisible agit, que la vie poursuit son cours, que tout est en mouvement, même si nous ne le percevons pas.